Bonsoir chers supporters, le PSG plus que jamais leader de Ligue 1 après son écrasante victoire face à l'Olympique de Marseille 4-0, doublé d'Icardi, doublé d'Mbappé. On va revenir en détail sur cette performance. On commence d'abord par accueillir la team du soir, Lionel fidèle au poste, bonsoir. Le bateau. Drayas en vacances exfiltré mais qui a tenu à être là ce soir, bonsoir. Bonsoir, ouais, j'avais bien envie d'être là pour commenter le match de Marseille. Et enfin Kata qui après 2 podcasts en trio attaque un quatuor, ça tombe bien, il me disait ce matin avoir toujours rêvé d'un plan à 4. Salut à toi. Et oui, bonsoir à tous. Eh ben, on va passer direct, donc on commence direct sur ce PSGOM, victoire comme j'ai dit éclatante 4-0. On rappelle les buteurs, doublé d'Icardi, doublé d'Mbappé. On commence avec une première question, est-ce que pour vous c'était une mi-temps parfaite? Qui veut commencer? Vas-y, allez, Drayas, vas-y, allez. Ben moi, j'ai envie de commencer par citer un message que j'ai reçu de Zoher, pour ceux qui le connaissent, le connaissent. Et il me disait, j'ai comme l'impression d'avoir vécu trop de choses en 45 minutes. Et il y a un côté comme ça. Alors après, il y a des choses à redire, mais il y avait un côté vraiment jouissif. Il y a ce quatrième but qui commence par une énorme erreur d'Herrera, d'ailleurs, faut le mettre en avant, mais où il y a une sortie de balle complètement hallucinante. Et j'ai trouvé d'ailleurs les notes de Navas complètement injustes, dans le sens où sur cette sortie de balle, il est partie prenante de la construction du but qui se termine par une superbe passe de Di Maria et un but de Kylian Mbappé. Et cette action, elle est juste exceptionnelle, en fait. Elle est juste exceptionnelle. Il y a eu plein de choses qui ont été exceptionnelles. Il y a eu quelques petits points faibles, mais on a vu d'une manière générale une équipe qui avait vraiment envie d'étouffer l'adversaire. Et il leur sort beaucoup de choses. Le seul bémol qu'on peut mettre sur cette mi-temps, ça va être un début où on a permis à Marseille d'exister pendant 10 minutes, où il rate 2 occasions. Et ensuite de ça, j'aurais tendance à dire le fait qu'on a eu une équipe de Marseille qui a joué n'importe comment, en essayant de faire un pressing haut sans presser. Donc en laissant une ligne, un espace complètement hallucinant entre sa ligne du milieu et la ligne arrière, avec des milieux qui faisaient du pressing à, je sais pas, à 10 mètres. Et donc on a eu des joueurs au milieu qui pouvaient être, qui étaient libres de tout pour pouvoir lancer les offensifs qui étaient très peu pressés, qui avaient un boulevard devant eux. Et ça a donné ça. Donc c'est à mettre en bémol avec la prestation marseillaise, mais il y avait vraiment quelque chose de jouissif dans la manière avec laquelle on a joué, et on avait vraiment l'impression de voir le match, voir la mi-temps la plus aboutie qu'on ait vue depuis pas mal de temps à Paris. Bah, pour le jeu marseillais, après, ils s'entendent. Villas-Boas avait dit voulait couper Verratti, mais il nous a violés en gros, donc ça n'a pas marché. Puis ils ont essayé de jouer le hors-jeu, mais ils se sont fait avoir à tous les coups. Ouais, mais même s'ils avaient joué ça, t'avais un écart entre la ligne du milieu et la ligne d'attaque, et t'avais une passivité du milieu d'une manière générale. À la limite, t'avais la ligne des offensifs qui essayait de faire un peu de pressing, mais quand tu regardes le pressing qu'a fait Rongier, le pressing qu'a fait Strootman, c'était juste risible en fait. Ouais, après, on reviendra tout à l'heure sur peut-être tactiquement ce qu'a fait Paris, peut-être pour contrer cet OM. Lionel, toi, est-ce que tu trouves que c'est une mi-temps quasi parfaite? Oui, je suis d'accord. Et puis on a vu Paris Saint-Germain comme j'ai envie de le voir, c'est-à-dire avec une équipe qui a de l'espace et qui permet d'exploser rapidement. Et c'est ce qu'on a pu voir. Et puis on avait un trio d'attaque Di Maria, Icardi, Mbappé qui ont montré qu'ils aiment jouer ensemble. Et ça, c'était très bien. Non, c'était vraiment, il y avait rien à redire. Peut-être les 2 premières occasions de Marseille où on leur a peut-être laissé un peu espérer quelque chose, mais après, on a vraiment déroulé sur ce match et c'était une très très bonne première mi-temps. Kata. Oui, c'est forcément une mi-temps référence pour nous. C'est la meilleure première mi-temps. Après, moi, je dirais pas que c'était une mi-temps parfaite. Alors moi, je diviserais cette mi-temps en 3 parties. Donc de 0 à 10 minutes avant le premier but d'Icardi, on avait un peu, par rapport au PSG, on a eu quand même quelques imprécisions techniques qui nous ont pas permis de prendre l'avantage avant. Après, de la 10e à la 25e minute entre les 2 buts d'Icardi, euh, toujours on a un peu Marseille sait pas trop comment faire, attaquer ou défendre, donc il reste quand même prudent. Et nous, on a du mal à faire des différences et à bien ressortir la balle. Et en fait, ce qui débloque vraiment la situation, c'est le deuxième but d'Icardi. Et là, de la 25e à la 45e, c'est là où on voit des super sorties de balles. Alors, toutes n'ont pas abouti à un but, mais là, on a senti que de la 25e à la 45e, on avait vraiment une équipe qui était belle à voir jouer et qui était très efficace sur les sorties de balles. Et bien sûr, avec nos individualités devant, ça a fait mouche. Donc ouais,
Moi, je retiendrai ces 20 minutes, ces 20 dernières minutes de la première mi-temps où on a vu un PSG vraiment beau à voir jouer. Euh, Est-ce que je peux réagir, Basto? ça m'étonne de toi. Ah. Ben, je te trouve dur en fait. Alors, sur les 10 premières minutes, je te rejoins complètement. Il y a notamment la frappe de Valère Darmain qui est très loin dans les nuages, mais qu'il aurait dû cadrer. Et je te rejoins, mais je te trouve un peu dur sur la 10 à la 25, dans le sens où on sent vraiment que Paris, alors oui, on n'est pas dans ce football chatoyant et avec ces sorties de balles complètement hallucinantes qu'on a vu après. Mais on a vraiment Paris qui est en train de prendre la mesure de l'adversaire, qui est en train de comprendre par où il va pouvoir passer. Et, euh, et, et j'ai trouvé très très peu de déchets techniques en fait. À part dans ces 10 premières minutes, il y avait très très peu de déchets techniques. Il y avait la volonté d'avoir les transitions. Et il y avait la volonté de bien se positionner, de bien trouver les trucs. Mais pour moi, ça a été le temps d'adaptation pour comprendre l'équipe, pour pouvoir ensuite dérouler. Mais je ne mettrais pas en fait cette partie de la 10e à la 25e comme étant beaucoup plus faible. Et je voulais aussi te relancer, alors ça c'est pour toi Kata, parce que tu nous disais qu'Icardi, tu avais peur qu'il soit pas bon dans le jeu. Alors c'est vrai qu'il participe pas beaucoup, qu'il a pas beaucoup de ballons, mais dans le jeu, il est délicieux malgré tout. On aura le temps d'en reparler, commence pas, toi. Ouais, non, mais après, moi, j'ai jamais eu trop d'inquiétude sur Icardi. Enfin, alors, bon, je pense qu'on aura le temps d'en parler après. Oui, oui, Enfin, oui, oui, oui. On aura le temps d'en parler. De toute façon, vu qu'il n'y a qu'un match à analyser, on va pouvoir vraiment faire individualité par individualité. Lionel, tu voulais rajouter quelque chose sur la performance marseillaise, le plan de jeu de Villas-Boas ou pas? Ouais, j'ai trouvé que c'était. Enfin, on a parlé pendant le match, j'ai trouvé que c'était un peu suicidaire. Après, c'est toujours intéressant de voir une équipe de Ligue 1 essayer de faire quelque chose. Je préfère ça que de les voir nous attendre derrière et refuser le jeu. Mais il est évident que, oui, contre le Paris Saint-Germain, tu ne peux pas se retrouver avec un bloc aussi distendu et jouer aussi haut. C'est pas possible, surtout avec des joueurs comme Di Maria, Mbappé et Cardi qui au moindre espace, te punit, quoi. Ça fait 2 équipes de suite après Nice qui essayent un peu de jouer, mais qui n'ont pas une vraie cohérence Ouais, structurelle. mais c'était vachement moins cohérent Marseille que Nice encore, hein. C'était vraiment l'étage au-dessus, hein. Marseille a réussi une mi-temps, contrairement à Nice, même si Paris est dans la Ouais, gestion. ouais, mais la première mi-temps, pour le coup, ils ont vraiment fait n'importe quoi, hein. Oui, 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 oui. Mais après, oui, à partir de 2-0. Moi, j'étais d'accord plutôt avec Kata. Je trouve qu'on a été en difficulté jusqu'au 2-0 sur cette phase. Ils ont quand même 2-3 occasions assez nettes. les 2 premiers buts, c'est nos individualités qui nous permettent de marquer. Après, c'est vrai qu'on a une petite domination quand même. Il faut pas exagérer, mais Oui, oui, ouais. on a une maîtrise, mais on a été pris assez souvent dans nos 30 mètres quand même. Il y a eu quelques situations chaudes. C'est jusqu'à la 10e, ça, hein. C'est jusqu'à la 10e, de la 10e à la 25e. 20e plutôt. C'est quand le 2-0? C'est à la 15e? Combien de 2-0? Non, 2-0, c'est à la 25. Ouais, je sais pas. Je crois qu'il y a une occasion de Germain juste après notre premier but. Donc, Non, c'est juste avant, justement. C'est juste avant. C'est à la 9e minute. Ouais. alors c'est juste après le premier but. Juste avant sans retrait de vous savez qui. Bref, on en reviendra tout à l'heure. On va parler maintenant de la seconde mi-temps. On a vu un Tourelle énervé. On a vu un Marquinhos qui dit qu'ils n'ont pas su réagir au changement tactique du 4-4-2 marseillais. Est-ce que pour vous, c'est juste qu'on a trop géré ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que cela, Lionel? Je pense que, bon, à 4-0, le Paris Saint-Germain a eu un relâchement qui est souvent naturel. Et après, à partir du moment où tu baisses de rythme, c'est difficile de redémarrer la machine. Donc après, on a surtout géré. On n'a pas subi d'occasion. Alors oui, je pense que tout supporter avait envie de voir Paris continuer à attaquer, à donner le maximum. Et bon, le premier. Et donc j'étais un petit peu déçu de cette seconde mi-temps. Mais après, je peux comprendre que les joueurs aient eu un petit peu de relâchement parce que voilà, il y a beaucoup de matchs cette saison et forcément, j'ai envie de dire que c'est un peu ancré dans les gènes de cette équipe où on a du mal à continuellement appuyer. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aurait aimé voir, mais même si on est déçu, je ne suis pas choqué outre mesure de la seconde mi-temps, sachant qu'on n'a pas subi d'occasion, que Marseille n'a pas été dangereux, qu'on n'a pas été mis en danger. Donc il y a quand même quelques petits points positifs, mais dans l'ensemble, c'est vrai que c'était un peu décevant de voir une telle seconde mi-temps après avoir vu une telle première mi-temps.
Ok, Dryas, toi, on n'a pas su répondre au changement de Marseille ou alors on était dans l'hyper-question. En fait, il y a un peu de tout. Déjà, j'ai trouvé que Tourelle était extrêmement passif par rapport à la réorganisation tactique de Villas-Boas, qui intervient dès le début de la mi-temps, et Tourelle fait son premier changement vers la 60e. Mais au-delà de cette passivité, moi, ce que je vois, c'est que dans les commentaires, qu'est-ce qui reste? Cette deuxième mi-temps, elle existe en tant que telle, mais ce qui reste du match, c'est la première mi-temps. C'est-à-dire que tout le monde se souvient de cette première mi-temps, et en fait, cette deuxième mi-temps, elle passe à l'oubliette. Et il faut prendre, hein, j'ai lu ça quelque part sur un site, je sais plus qui est-ce qui l'a dit, mais c'est vrai que si tu mets 4-0 à Marseille en première mi-temps, et qu'ensuite de ça, tu leur en mets 4 en deuxième mi-temps, il y a peut-être un moment où les mecs vont se fâcher. Et il y avait des risques de blessures. Il y a un calendrier qui est chargé. Donc, en soi, sur le moment, pendant le match, ça m'a agacé. Ça m'a agacé. La passivité de Tourelle et l'incapacité, parce que moi, j'aime bien quand un coach tente quelque chose, tente une réorganisation, que notre coach tente une réorganisation en réponse immédiate et que ça tarde autant de la part de Tourelle. Ça m'a agacé. Donc, ça m'a agacé pendant le match. Mais après coup, il n'en reste pas grand-chose de cette deuxième mi-temps, et vraiment ce qui reste, c'est la première mi-temps, et elle suffisait pour mériter le titre d'humiliation, quoi. Il était peut-être passif tactiquement, mais il n'était pas passif du côté de sa patience, en tout cas. Il était assez énervé, le père Tourelle, sur le banc Ouais, ça, oui. de notre deuxième mi-temps. Kata, ton avis, toi, sur cette deuxième mi-temps? Bah, moi, je suis pas trop d'accord avec vous parce que je trouve pas qu'il a été passif tactiquement. Il a tenté des trucs, il a fait rentrer Paredes au milieu, Sarabia, Bien sûr, mais combien de temps après? Cavani sur le côté gauche. Oui, non, mais Poste pour poste, quasiment. Ouais, non, mais après, il y avait aussi la gestion des temps de jeu qui rentre en jeu. Et puis, enfin, je veux dire, il a pas réagi tout de suite, mais bon, on gagnait quand même 4-0. Donc, bon, il n'y avait pas une urgence non plus. Après, moi j'interprète enfin, le fait qu'on ait une mi-temps un peu moins bonne, c'est que ben, avec les changements qui ont eu lieu, on avait une équipe qui était beaucoup moins cohérente. On avait des postes un peu plus exotiques pour certains joueurs. Alors Marquinhos, je sais qu'il a joué arrière droit sous Laurent Blanc. Bon, je pense que c'est un poste qui est intéressant pour lui, mais là, on a vu qu'il manquait de repères à ce poste-là, ce qui est tout à fait normal. Et donc ça a participé au fait que on avait une équipe qui était un peu moins cohérente. Paredes, moi, je l'ai pas trouvé très en verve sur ce match-là, et Sarabia non plus. Sarabia est pas rentré, pardon. Je dis des bêtises. Si? Si, il rentre, Sarabia, je Si, crois. Sarabia rentre, mais Oui, il rentre en fin de match. moi j'ai l'impression que c'est un peu typique de la fin de saison dernière, c'est-à-dire que Tuchel, bon, il met les joueurs pour les mettre face à leurs responsabilités. Là, il les avait mis quand même dans des conditions assez favorables pour ceux qui sont rentrés, Paredes, Sarabia. Et ce qui est dommage, c'est que il bonifie pas l'effectif, quoi. Donc, ça confirme le fait qu'il y a un vrai gap entre les titulaires et certains remplaçants. J'ai vraiment pas la même lecture pour le coup. En fait, si tu veux, c'est dès la deuxième mi-temps, on a arrêté de jouer, en fait. Dès la deuxième mi-temps, on a arrêté de jouer, et tu as les joueurs qui rentrent un par un dans une équipe qui arrête d'aller vers l'avant, en fait. C'est dès la 46e minute, et le premier changement intervient genre à la fin. Il faudrait retrouver les chiffres, mais je crois que c'est à la 60e, 65e, je crois. Après, en fait, tu te retrouves un petit peu dans la situation de Reims, c'est-à-dire que tu as une équipe qui est désorganisée, dans laquelle un mec qui n'est pas forcément titulaire rentre, mais effectivement, il a du mal à faire la différence, mais c'est super difficile de faire la différence à partir du moment où l'équipe n'essaie plus de jouer vers l'avant comme elle pouvait le faire en première mi-temps. Et je trouve que ton jugement, il est super sévère et super dur et assez injuste, en fait. Après, quand il parle de gestion des changements et du temps de jeu, c'est vrai qu'on a un peu cette impression. Allez, Paredes, t'as fait quelques bonnes entrées, on te met, quitte à mettre Marquinhos arrière droit. Allez, Cavani, il faut te remettre, même si c'est sur l'aile gauche, parce que Cavani, il faut le laisser, puis Mbappé, il est de retour de blessure. Puis Sarabia, t'as pas joué le dernier match, donc on va te mettre 10 minutes pour te faire plaisir. On a un peu l'impression que les changements étaient plus dans ce côté gestion du temps de jeu. Ouais, et il rentre dans le cadre d'une équipe qui est plus du tout en train de fonctionner, enfin qui est pas devenue complètement incohérente, dans le sens où elle se prend pas d'occasion de la part d'un Marseille qui est devenu quand même plus solide, mais qui est vraiment plus dans le même allant que celui dans lequel on était en première mi-temps. Alors après, peut-être que tu peux attendre que quelqu'un qui soit en dehors, qui rentre, apporte ce supplément d'âme qui fait que ça relance l'équipe, mais
les juger sur la prestation et trouver que la deuxième mi-temps se justifie de par leur rapport insuffisant, quand on parle de Paredes, quand on parle de Sarabia, je trouve ça un petit peu dur pour eux, parce que vraiment, ils sont rentrés dans une équipe qui n'était plus la même, quoi. Ah oui, ça commence avant. Lionel, tu partages plutôt l'avis de Kata ou de Drayas? Moi, je suis d'accord avec Brias, et puis en plus de ça, je pense que de toute façon, c'est un sport collectif et le rythme il est mis par les 11 joueurs. Si tu as 7-8 joueurs qui décident, parce que c'est le terrain surtout qui a décidé de calmer le jeu, de ne pas forcément aller vers l'avant ou quoi que ce soit, on l'a vu, Cavani, chaque fois qu'il recevait le ballon, la seule solution qu'il avait, c'était dans son dos. C'était jamais vers l'avant, donc juger l'entrée des joueurs sur cette seconde mi-temps, je trouve que c'est un peu dur parce que ils sont entrés dans une équipe qui s'est mis en mode gestion, qui avait décidé de ne pas appuyer, et donc ils ont juste pris le rythme de l'équipe qui était déjà en place. Ok. Pour en revenir à la déclat de Tourelle, donc à la fin du match, qui disait ne pas être content du tout, pour vous, c'est une bonne chose ou c'est un peu facile de le faire après une telle victoire, justement? Drayas, t'as un avis là-dessus? Je pense qu'il est dans son rôle. Après, est-ce que c'est ce qu'il pense vraiment? Il semblerait que c'est ce qu'il pense vraiment, parce qu'il montrait vraiment de l'énervement sur le terrain. Mais s'il fait le bilan de la soirée, s'il fait le bilan de la soirée, il rentre avec une victoire. Il n'y a pas de blessés. C'est un vilain. Dans un classico avec un 4-0 qui a marqué les esprits, c'est un bilan qui est tout positif et je pense qu'il s'en contentera. Sur le moment, peut-être qu'il aurait aimé que son équipe soit plus tueuse. Mais après, je pense aussi que d'un point de vue communication, il est obligé de le dire. C'est-à-dire qu'à la fois, il peut l'accepter, comme il est obligé de dire non, non, les joueurs, il faut vous bouger, machin, etc., etc. Et je pense qu'il est dans son rôle. Ça ne veut pas forcément dire qu'il le pense. Après, il le pense, mais de toute façon, il est dans son rôle. Lionel, Kata, même avis? Ouais, moi je rejoins complètement Drayas. Enfin, je pense que il dit les choses comme il le pense, mais il y a aussi une part de communication. Enfin, c'est la bonne communication qu'il fallait faire, on va dire, pour faire plaisir aux supporters. Et, euh, et moi, je pense qu'il se serait pas gêné pour le dire aussi, même sans cet aspect communication là, quoi. Ok. Lionel, me pareil. Ouais, je pense pareil. Je pense que de toute façon, on le voyait sur le banc qui était un peu frustré et qui avait envie de voir autre chose, mais c'est un peu comme m'a dit Dreas en début de podcast. Peut-être que pendant le match, il était frustré. Et après le match, je pense que quand la pression retombait, qu'il a dû revisionner les choses, il s'est dit bon, avec le match qu'on a fait, il va pas non plus être trop dur avec les joueurs. Mais c'est important, je pense quand même, de garder une certaine forme d'exigence avec ce groupe, surtout quand on voit les années précédentes, on a tendance à pouvoir sortir de très gros matchs et puis derrière sortir des choses catastrophiques. Donc je pense que c'est important d'avoir cette exigence. Et ça se ressent aussi sur la rotation. Tout à l'heure, Kata parlait de Paredes. Cette année, je trouve que Paredes, en tout cas sur les derniers temps, fait des entrées beaucoup plus intéressantes. On voit par exemple Herrera, qui n'est pas un titulaire indiscutable, qui fait des performances très intéressantes. Donc ça prouve qu'on a un effectif qui ne se résume plus à 11 joueurs, mais commence à avoir 16, 17, 18 joueurs investis. Et c'est en conservant cette exigence vis-à-vis de l'équipe qu'on pourra conserver ces 18 joueurs concernés pendant toute la saison. Ok. Et les déclats de Villas-Boas, est-ce que vous les avez trouvés disproportionnés ou plutôt marrants quand il parle de Tourelle? S'il avait les mêmes moyens, il pourrait inventer des idées comme lui parce que c'est facile. Et puis il a aussi fait une autre petite pique en disant que les changements de Tourelle avaient cassé le rythme du PSG, comme le disait Kata d'ailleurs. Villas-Boas partage l'avis de Kata. Kata serait pas supporter marseillais. Tiens. Donc qu'est-ce que tu as pensé de ces déclats global avant le match et après le match de Villas-Boas qui a été dans la provocation contre Tourelle? Juste un truc, et après je laisse la parole. Il a pas dit de Tourelle, il a dit de Thomas. Les changements de Thomas. C'était marrant. Moi, il m'a fait rire en tout cas dans ces déclats avant match, après match. Mais bon. Kata, t'en as pensé quoi de ces déclats, toi? Moi, je pense qu'il faut faire profil bas quand tu viens de te faire prendre 4-0 et que t'as tout raté tactiquement. Je pense qu'il faut faire profil bas. Lionel? Moi, j'ai envie de dire, demande aux supporters marseillais ce qu'ils ont pensé des déclats de Villas-Boas. Et après, je pense que ça résume un peu tout. Oui, de toute façon, il lui restait plus que ça. Hein. On fait un tel match, après, il n'y a que les paroles. On essaie de piquer un peu, mais je pense que c'était anecdotique.
Tuchel a gagné la bataille la plus importante, c'est celle du terrain. Lui, après, il peut dire ce qu'il veut, ça n'a pas véritablement d'intérêt. Ok, Seb, t'as un avis là-dessus ou non? Non, pour moi, il a une communication pour s'en sortir. Elle est un peu maladroite, elle est un peu drôle. Des gens qui Il l'avait commencé avant le match, ouais, cette Ouais, communication. mais il va vraiment remettre une couche après le match tu sais, il fait à la fois, il fait une com en deux parties, il fait à la fois, c'est de ma faute, c'est moi qui ai mal prévu le truc, etc. Enfin, le truc, j'assume, machin, bidule chouette. Je tape un petit peu pour sauver mon orgueil et c'est un effet de com. Je pense qu'il a tort, je pense que ça va lui retomber dessus, mais on verra. On va passer maintenant à une petite dernière question avant de passer sur les individualités. Donc, au but de cette première mi-temps, donc avec un pressing très haut et très rapide du PSG et un jeu en transition rapide, est-ce que Paris semble trouver son style de jeu? Lionel, tu commences s'il te plaît. Bah, ça ressemble à ce que j'explique depuis un moment, ce que Paris doit faire. Après, forcément, ça correspond aussi à un profil d'équipe en face. On a vu contre Nice, contre Bruges, contre Marseille, des équipes qui ont essayé de venir chercher le Paris Saint-Germain assez haut, à chaque fois de manière un peu désordonnée. Et le Paris Saint-Germain, dans cette position, dans cette posture, a les armes pour faire très très mal. Et c'est ce qu'on voit. Et après, je pense que quand on va arriver dans les matchs qui comptent, on va affronter des équipes qui, pareil, vont venir chercher le Paris Saint-Germain, mais je pense que tactiquement, ce sera beaucoup plus ordonné. Et donc, c'est là qu'il faudra voir si le Paris Saint-Germain va réussir à rester solide et autres. Mais dans cette capacité à se procurer des occasions et à faire mal dans n'importe position, n'importe quel contre, ça, je pense qu'on va le garder. Et ça peut créer une forme de peur chez l'adversaire. Peur de venir nous chercher très haut parce qu'on sait que si on se rate, on risque de prendre une piqûre avec un Mbappé, un Icardi, un Di Maria. Il ne faut pas oublier qu'il y a Neymar. Et je ne veux pas enterrer non plus Cavani. Ok, Kata. Moi, je suis pas trop d'accord avec ce que tu as dit parce que tu as dit qu'on avait trouvé une identité de jeu par rapport au pressing haut, mais là, justement, sur ce match-là, on n'a pas vu trop cet aspect-là. Enfin, même si on a récupéré des ballons, mais moi, ce que je souligne, c'est surtout les sorties de balles bien pensées, un peu ce qu'on voyait sous Blanc, mais surtout sous Emery, parce que sous Emery, Ouais. sous Emery, on avait cet aspect un peu de sortie de balle bien léchée et tout de suite faire mal à l'adversaire. C'est ce qu'on avait vu lors du 4-0 face au Barça, au Parc. On avait aussi des sorties de balles comme ça qui étaient létales. Et aussi la deuxième saison, quand on recrute Neymar et Mbappé, on avait la même impression qu'on faisait des sorties de balles qui pouvaient faire très mal en contre. Donc moi j'ai l'impression qu'on a ajouté, ou on a retrouvé plutôt, une autre corde à notre arc en plus du pressing, du jeu en pressing qu'on avait vu contre le Real. Donc là on a quand même, on va dire, une identité qui est un peu caméléon et on peut gérer plusieurs types de configurations. Donc pour moi c'est un bon signe. Et Dryas, toi, est-ce que tu vois une identité de jeu se dégager ou non? Excuse-moi. Ouais. Quand tu as dit que tu n'es pas d'accord pressing haut, enfin, c'était avec Basto, parce que moi, je n'ai pas parlé de pressing haut. Hein. Non, je parlais de Basto quand il a présenté le sujet en fait. Ok. Moi, je trouve on a vu Verratti presser assez haut plusieurs fois, notamment faire des tacles aux 20 mètres adverses dans les premières minutes. Après, à 2-3-0, c'est sûr que. Dryas, vas-y, pardon. Moi, je rejoins assez d'accord sans partager son optimisme. Je rejoins assez Kata sans partager son optimisme. Je croyais qu'on avait trouvé notre identité de jeu avec Gay. Et là, tout à coup, il n'y a pas Gay et ça a un impact énorme sur l'organisation du jeu. Ça change énormément de choses. Le milieu n'était pas du tout le même. La répartition des rôles n'était pas du tout les mêmes. Et pourtant, maintenant, on nous parle d'avoir trouvé un style de jeu. Et effectivement, je vois qu'on a une autre corde et je suis complètement d'accord avec l'analyse de Kata. C'est quelque chose qu'on est en train de retrouver.
Et j'ai vraiment envie de remettre en avant ce 4e but avec une sortie de balle qui est hallucinante. Et je suis même pas sûr d'en avoir eu vu de ce niveau par le passé dans Paris, même si effectivement il y en avait. Mais une dizaine par an avec Unai, il est comme ça, je te laisse. ouais, mais celle-là, elle est vraiment hallucinante avec le goal qui participe. À Rennes en coupe où on fait la même en 7-8 Bah, passes. peut-être, mais dans l'un dans l'autre, j'ai l'impression que justement, c'est tout à coup, on va se retrouver. Alors après, c'est peut-être une question après, mais on va se retrouver à devoir réintégrer Gay et à perdre ça. Mais est-ce qu'on va retrouver autre chose, etc., etc. Et je pense pas que ce soit une nouvelle corde qu'on a à notre arc. Je pense que c'est quelque chose qui s'est produit et à partir du moment où on va vouloir réintégrer certains joueurs, on risque de le reperdre et ça risque de générer de la frustration et ça peut avoir des conséquences négatives. Et je partage pas genre l'enthousiasme du style on a plusieurs cordes à notre arc, on peut choisir. J'ai pas l'impression qu'on a cette maîtrise-là. Et je crois à l'argument du collectif de Lionel, mais je crois pas encore à l'argument du style qui est trouvé et du style qui est posé. Je crois au style qui est posé dans le jeu sans ballon, mais justement là on avait plus un style avec le jeu avec ballon, mais je pense pas que c'est quelque chose qu'on va reproduire si facilement que ça avec les titulaires habituels pour l'instant. Pour toi, le jeu avec ballon, par moment, est dépendant des individualités qui sont alignées, en gros, Exactement. Non, moi, je voulais juste réagir par rapport à ça parce que Darius, en fait, il a des inquiétudes par rapport à Gay et par rapport au jeu avec ballon. Alors, enfin, moi, je pense que, Gay, il donne pas sa part au chien techniquement. Je veux dire, il dénote pas techniquement. Je vois pas. Je pense pas que ça sera un frein pour jouer avec le ballon, quoi. Je pense pas que Gay soit un frein pour jouer avec le ballon. Je pense que Gay est notamment qui est beaucoup appelé à monter haut, notamment pour aller faire les couvertures défensives de Neymar, où Gay, dans le rôle dans lequel il était utilisé, implique une distribution du ballon qui était différente. Là, il y a quelque chose qu'on a vu qui était constant, c'était les 3 milieux qui étaient au milieu, en fait. Et on a vu même un truc, c'est vrai qu'Herrera a joué complètement différemment de Gay. Lui, il était limite trop bas, on va en reparler tout à l'heure dans les individualités. Pardon. Et c'est quelque chose qu'on voit pas, qu'on voit pas pour l'instant, en tout cas, quand on avait Gay sur le terrain. Mais est-ce que c'est une consigne ? La structure, et j'étais pas en train de taper sur Gay, en train de dire Gay n'est pas technicien. Encore une fois, moi, Gay, c'est un joueur que je connaissais pas, que j'ai découvert et que je valide et que je trouve très beau. C'est juste que on n'aura pas la même distribution de jeu, on n'aura pas les mêmes capacités de relance qu'on avait sur le match à Marseille, et les choses sont forcément différentes, en fait. Okay. Pardon, Kata, je t'ai coupé la parole, continue, mais je voulais juste préciser c'était vraiment pas une charge contre Gay, ce que j'étais en train de dire. Non, mais après, c'est juste que là, c'est aussi le scénario du match qui a voulu qu'on joue de cette façon-là avec des rencontres, quoi. Parce que là, on marque les 2 buts et finalement, c'est ça qui conditionne aussi le fait que on relance de notre camp et nos attaquants font la suite, quoi. Après, moi, je pense que c'est vraiment deux cordes qu'on a, c'est au début de match, mais c'est un peu comme sous Emery au final, parce que sous Emery, je sais pas si vous vous rappelez, on avait l'habitude de commencer très fort les matchs avec un gros pressing, notamment les matchs de poule quand on a Neymar et Mbappé. On commence tambour battant les matchs, par exemple le match du Bayern à l'aller, on commence par un gros pressing, on marque rapidement, et c'est ça qui nous permet après de jouer les transitions et de faire mal à l'adversaire en fait. Donc moi je trouve que c'est assez complémentaire au final et ça nous permet de nous adapter un peu à toutes les situations de match. Bah, j'espère que tu as raison. J'y crois pas, mais j'espère que tu as raison. Lionel, tu veux rajouter un truc ou on passe aux individualités ? Non, c'est bon. Ok, on va passer aux individualités. On va pouvoir parler un peu de Navas. On n'en parle pas souvent, même parce qu'il n'a pas grand-chose à faire. Mais j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce qu'il est aussi responsable de cette sérénité défensive ? Darius, vas-y, commence. Attends, moi, j'ai pas entendu la question. J'ai dit, on a peu l'occasion de parler de Navas. On n'en parle jamais dans les individualités dans les derniers matchs parce qu'à l'arrivée, il n'a pas grand-chose à faire. Très peu de tirs cadrés subis. Mais je voulais savoir si pour toi, il est responsable de cette sérénité, notamment, et du fait que du coup, il y a peu d'occasions pour l'adversaire. Ben là, sur ce match, je l'ai déjà raconté, mais on a vu une passe très très délicate à gérer de Herrera. Aussi qui est exceptionnel. Hein ? Un contrôle avant la passe qui est exceptionnel aussi sur mais du coup, il se retrouve à devoir gérer ça. Là, il arrive à très très bien la gérer, à passer, la balle repasse vers lui et sa sérénité. Enfin, elle était un peu flippante au début, cette action, qui est complètement hallucinante une fois qu'elle est déroulée, mais elle était au début, tu as un petit peu peur, tu es en train de dire qu'est-ce qu'il faut. Et tu avais limite, enfin j'exagère, mais tu avais limite l'impression d'avoir un petit côté Verratti en fait dans les joueurs, et y compris Navas. Et pour qu'un
Gaulle fasse ça, perde pas ses moyens, soit capable de prendre la bonne décision alors qu'il y avait deux Marseillais qui étaient dans la surface à ce moment-là, je pense qu'on peut dire que le Gaulle, il amène de la sérénité. Ouais. Lionel, ton avis sur Navas? Moi, je vais juste résumer par une seule image. C'est sur cette même action où, quand le but est marqué, tu vois tous les défenseurs se regrouper auprès de Navas, le serrer dans ses bras. Tu sens que aujourd'hui, ils savent que derrière eux, ils ont une personne qui est fiable. Et comme j'ai toujours dit par rapport à Areola, que je pense qu'il a des qualités et qu'il a les capacités qu'il a techniquement tout pour être très bon gardien, il lui manquait ce petit truc au niveau mental, ce petit truc qui fait que il n'apportait pas de confiance à ses coéquipiers parce qu'il pouvait être dans un très bon soir, comme il pouvait te sortir il pouvait faire des bourdes et faire des choses inattendues, quoi, dans les deux sens. Donc Navas, oui, je pense que quand tu as un gardien qui a gagné 3 Ligue des Champions, qui en plus a été un acteur principal de ces 3 Ligue des Champions, forcément, bah, tu te dis, on est quand même un peu tranquille derrière, quoi. Donc forcément, tu es un peu plus serein et tu joues avec un peu moins le frein à main. Kata, ton avis? J'ai pas grand-chose à rajouter, mais c'est sûr que on s'attendait pas trop à cette facette-là de Navas, être aussi à l'aise avec le ballon. C'est comme tu l'as souligné, il fait un très beau contrôle. Franchement, il était assez exceptionnel et en plus, il en a fait quelques-unes Enfin, il a participé au jeu quelques fois lors de relances un peu chaudes comme ça. Et oui, je pense que comme a dit Lionel, en fait, il a ce que Alphonse n'avait pas, c'est que il a une aura, il a un charisme qui rassure en fait. Et voilà, de toute façon, son palmarès parle pour lui et on voit que bah, sa relation avec Thiago Silva est très bonne avec les autres défenseurs aussi, ce qui n'était pas le cas avec Areola. Ouais, je crois que Navas fait assez l'unanimité de toute façon auprès des supporters. On va passer maintenant au match des deux latéraux, donc Bernat et Dagba qui étaient de retour. Lionel, ton avis sur le match de nos deux latéraux? J'ai bien aimé leur match. J'ai trouvé, alors Dagba, il n'a pas fait le match du siècle, mais j'ai trouvé qu'il était assez bon techniquement, défensivement, il était juste. Je pense que c'est potentiellement notre défenseur latéral le plus complet. Maintenant, il est un peu. Enfin, on n'a pas de certitude avec lui pour les matchs de très très haut niveau, et puis sa fragilité physique, mais je trouve que c'est un bon joueur. C'est un joueur qui est fiable, comme aime dire Tuchel. Et puis de l'autre côté, Bernat, qui me rappelle un peu ce qu'on a fait avec Maxwell. On allait chercher un troisième défenseur d'une très grande équipe que tout le monde critiquait avant son arrivée et qui aujourd'hui démontre qu'il a le niveau pour jouer dans un club qui ambitionne d'aller le plus loin possible avec des champions. Et il l'a montré encore contre Marseille. Une petite différence de Maxwell qui avait été très bon à l'Inter, nommé plusieurs fois dans l'équipe type mondiale avant d'être à Barcelone. Bernat, lui, il partait peut-être encore plus bas quand on le prend. Kata, ton avis sur le match de latéraux? Je vais commencer par Bernat. Ouais, bon, il n'a pas été trop aidé par Mbappé, donc Mbappé a fait quand même les replis cette fois-ci. Il a fait le minimum. Par contre, ouais, Bounassar est passé quand même quelques fois côté droit. Je pense que c'était le Marseillais le plus dangereux. C'est ça, c'est l'arrière droit marseillais, c'est bien Bounassar. Ouais. Ouais, donc je pense que de ce côté-là, moi j'ai trouvé que c'était le Marseillais le plus dangereux et donc ouais, Bernat avec le ballon très bon sur le relance, enfin, très très bon. Euh, Après, il a quand même des petites lacunes défensives, mais bon là, il était pas trop aidé par Mbappé. Et pour Dagba, moi j'ai pas envie d'être trop sévère avec ce jeune joueur qui était en phase de reprise. Après, moi, Lionel dit que c'est le défenseur le plus complet. Ouais, enfin, moi, je trouve quand même que avec le ballon, il est quand même assez limité. Défensivement, il est ok, mais enfin, moi, je vois pas un grand potentiel sur ce joueur-là. Alors peut-être que je me trompe, mais bon, voilà, il fait la maille, il est là dans l'effectif, tant mieux. Après, moi,
j'ai pas l'impression qu'on tient une pépite ou même un joueur fiable pour la Ligue des Champions. Ok, Drayas, monsieur qui croit en Dagba. Ton avis sur le match de nos latéraux? Pour moi, les latéraux étaient le point faible de la première mi-temps, en fait. Un des points faibles, il y en a un autre, mais c'était le point faible. T'as noté les errements défensifs de Bernat. Je l'ai trouvé utile quand il était aidé au milieu, mais il n'a pas fait assez de différence devant pour vraiment le tirer vers le haut. Et quand on parle de Dagba, bah ouais, il y a eu des fois où j'ai cru, pas comme toi, Kata, où je me suis dit, tain, il est capable de faire des choses. Là, il a été tellement timide. Il a rien apporté dans le match, en fait. Il a apporté de couvrir son aile, ce qu'il a à peu près bien fait, quoique la fameuse action où on est en train d'incriminer Herrera parce qu'il fait une passe en retrait qui est assez calamiteuse, mais il est en train de couvrir pour un Dagba qui est pas là, hein, faut pas l'oublier. Et donc, Dagba n'a pas été si bon que ça défensivement. Il a été meilleur que Bernat défensivement, mais offensivement, il a servi à rien du tout. Enfin, non, Dagba, oui. Et Bernat, lui, a été trop faible derrière, c'est un peu trop fait prendre. Et offensivement, a pas assez pesé. Je l'ai vu des fois bien plus efficace. Après, ça s'explique peut-être avec la manière avec laquelle on jouait, parce qu'on passait énormément par l'axe. Dans nos sorties, on était énormément lancé par Marco Verratti. C'est Marco Verratti qui fait un match, mais on en parlera tout à l'heure. Et du coup, ça s'explique peut-être pour ça, la faiblesse offensive des latéraux, mais l'un dans l'autre, ce qui ressortait pour moi du match, c'était une faiblesse sur les ailes. Ouais. Moi, je vais sur Dagba rapidement. Je rejoins plus l'avis de Kata. Au début, j'étais enthousiasmé par Dagba. Et sur sur les 10-15 derniers matchs qu'il a joué, que ce soit en début de saison ou l'année dernière, j'ai l'impression qu'en fait, il est un peu moyen plus partout, mais sans avoir vraiment de points forts. Et on a du mal à voir où est vraiment son potentiel. C'est assez compliqué à juger, joueur. Pour le moment. Après, bon, pour revenir par rapport à ce qu'a dit Drayas, quand tu vois la performance de nos trois joueurs devant, plus Verratti, je pense que les latéraux n'ont pas besoin d'apporter plus. Ouais, mais Avec les trois joueurs qu'on avait devant, c'était suffisant pour faire mal à chaque fois à Marseille. Et oui, enfin, pour revenir à ce que j'ai dit par rapport à Dagba, je suis d'accord, c'est un joueur qui est moyen plus. Le souci, c'est que les deux autres, pour moi, sont moyens dans certaines catégories et très faibles dans d'autres. Lui, il est moyen plus un peu partout. C'est déjà pas mal par rapport à ce qu'on a. Je partage pas forcément cet avis, mais on aura le temps de voir. C'est vrai que c'est de toute façon, c'est le poste qui paraît le plus faible du 11. Oui, ça, je te rejoins totalement, Que ce Basto, soit là-dessus. Je pense nos qu'on est trois, tous d'accord. ah oui, oui, complètement. que ce soit Kerr, Meunier ou Dagba, ça reste le Ça poste reste trois bras cassés. C'est pas avec des Siglio qu'on va s'améliorer si on le recrute, mais bon, on en est. Ils n'ont pas les mêmes autres cassés, mais pardon. Oui, bon. On va passer aux défenseurs centraux, donc la paire Silva, Kimpembe. Kata, t'en as pensé quoi? Moi, j'ai bien aimé Kim sur ce match. Je l'ai trouvé plus intéressant que Thiago Silva. Ouais, il a été souverain. Kimp, vraiment, ouais, propre. Après, il a pas été. Bah, il était un peu dans sa zone de confort, c'est-à-dire un match serein. Lui, il était royal au bar, relançait proprement. Les interventions qu'il fallait faire, il les a faites. De très belles interventions. Ouais, un match plein pour lui. Et Thiago Silva égale à lui-même. Un très bon match. Seb? Pour Kim, Kim sort peut-être son meilleur match depuis longtemps, en fait, hein, parce que même on disait que l'année dernière, il était très faible, mais même il y a 2 ans, je me souviens pas, je me souviens de son intervention sur Messi, mais un match où il est constant comme ça, enfin, les mi-temps, parce que la deuxième mi-temps, il est très bon, mais il n'y a pas grand-chose à dire de cette deuxième mi-temps, mais une mi-temps où il est constant comme ça, de la première à la 45e minute, où il est bon dans ses interventions défensives, il est dur sur l'homme, il fait tout ce qu'il doit faire défensivement et en plus de ça, il apporte autant offensivement. Ça fait partie de ses mi-temps références, je pense, pour lui. Thiago Silva, il faut vraiment regarder la première et la deuxième mi-temps. Première mi-temps, effectivement, il est un peu derrière, même s'il participe offensivement, il est relativement bon défensivement. Mais par contre, en deuxième mi-temps, il y a un moment, il y a une série de têtes qu'il doit faire qui est juste hallucinante et il est monstrueux défensivement en deuxième. Mais voilà. Lionel? Ouais, je trouve que Kimpembe a fait un très bon match. Et je pense que
ce qui permet à Kimpembe d'être aussi bon, c'est d'être à côté de quelqu'un qui lui permet de jouer son jeu. C'est-à-dire qu'il sait que quand il va aller agressif, enfin, il va aller attaquer un attaquant ou quoi que ce soit, si par malheur il se rate, il y a quelqu'un derrière qui pourra couvrir. Et je pense que c'est le binôme en lui-même qui est très complémentaire et qui permet à chacun d'être à l'aise dans ce qu'il sait bien faire. Et donc c'est une bonne chose. On en parlait en préambule. Moi, je vais être beaucoup plus sévère sur Silva sur ce match. J'ai souligné la très bon début de saison de Silva qui, pour moi, fait son meilleur début d'année depuis Carlo. Sur ce match, j'ai trouvé que Kimpembe en fait, a pris toutes les responsabilités, que ce soit dans la relance où il a été absolument fabuleux dès le début du match, même à la fin. C'est peut-être le seul qui essaie de trouver des passes vers l'avant. Et j'ai surtout trouvé dans notre temps faible, c'est-à-dire les 15-20 premières minutes, Silva en grosse difficulté. Sur les deux occasions, il y en a une sur le centre, c'est lui qui ne monte pas et qui est mal aligné sur Kimpembe. Et du coup, je crois que c'est Germain qui la reprend dessus. Oui. Mais c'est Silva qui doit intercepter en avançant cette situation-là. Il y en a un, c'est sur le coup franc marseillais, même si finalement il y a hors-jeu. Le coup franc part d'une passe en retrait de Silva très mal assurée, derrière il y a faute. Et je le trouvais un peu le ballon qui lui brûle les pieds en phase de relance dans les 20 premières minutes. Et il y a toujours ce problème face aux attaquants un peu puissants. Donc là, c'était Benedetto, même si Benedetto, on ne l'a pas beaucoup vu. Il y a eu Osimhen, il y a eu Mbaye. C'est ce genre d'attaquant où Silva dit en gros à son binôme, prends-le s'il te plaît. J'ai pas envie de m'en charger, je m'en déresponsabilise. Après, oui, il a fait une très très bonne deuxième mi-temps, mais voilà, à 4-0. À 4-0, et il m'a un peu refait peur. J'ai trouvé qu'il est un peu retombé dans ses travers que j'aime pas, Silva, sur ses 20 premières minutes en tout cas. Puis-je réagir? Ouais, vas-y. Alors, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, mais alors, je trouve trop dur. Enfin, à la fois, je suis d'accord avec toi dans le sens où on a retrouvé certains syndromes du Silva qui pouvaient être agaçants, le fait d'être trop derrière, le fait et c'est vrai. Et là, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment Kimpembe qui a porté de la tête et des épaules la défense en la première mi-temps, sans oublier que il y a quand même une chose où c'est Silva qui fait, c'est les appels dans le dos et c'est plus Silva qui va les gérer que Kimpembe. Et pour ça, je vous invite à aller voir sur le fil Twitter de Julien Mormont. Il y a une excellente vidéo qui l'explique très bien. Mais là où je te trouve trop dur, c'est dans ses ressorties de balles. Il a fait des ressorties de balles qui étaient intéressantes et quand on t'écoute, tu as l'impression qu'il en a fait aucune, qu'il était derrière planqué dans sa cage et je trouve que tu vas trop loin, quoi. Bah, il fait deux relances. Non, il fait une relance qui amène une occasion nette et il fait des relances un peu vers l'avant en mode je me débarrasse du ballon dans les 20 premières minutes. Il en fait plus. Pas que. T'exagères, je trouve, quand tu dis ça. Si je peux me permettre sur le. Vas-y. Si je peux me permettre sur le premier but là que Icardi marque, le premier but c'est Silva qui fait la relance sur Herrera et après Herrera qui décale Di Maria pour le centre. Je dis des bêtises. Je pense, je me souviens plus, mais tu as sans doute raison. Ne serait-ce que pour donner tort à Bastien. Au-delà de ça, moi je trouve que c'est un binôme et qui a des qualités totalement différentes. Et c'est pour ça que je préfère le binôme Silva-Kimpembe au binôme Silva-Marquinhos qui se ressemble un petit peu trop. Et à partir du moment où il y a un attaquant qui est puissant, et c'est là que Kimpembe il se sent à l'aise. C'est dans le duel, dans le corps à corps. Bah, moi, je suis pas trop d'accord là-dessus. Je suis désolé. Mais... T'en as parlé il y a 2 podcasts là-dessus. Toi. Vas-y, Lionel, fini. Non, mais moi, je pense que dans ce cas-là, bah, c'est qui laisse Kimpembe s'occuper de l'attaquant et que lui gère la couverture. Je vois pas c'est quoi le problème tout ça. Mais par rapport à ça, et je t'invite vraiment à aller voir la vidéo de Julien Mormont sur son fil Twitter Qatar par rapport au rôle de Kimpembe, et au rôle de Silva et au rôle de Marquinhos. Et il détaille vraiment tout et il l'explique avec une vidéo, avec des images, avec des exemples concrets. Et Julien Mormont, c'est un mec solide, c'est le mec de RMC Sport, mais c'est aussi un mec qui vient des cahiers du foot, enfin, il sait de quoi il parle. Et tu vas voir. C'est livre d'ailleurs. Il y a vraiment une répartition des tâches en fait qui est organisée et qui tient très très bien la route avec Marquinhos en fait qui est limite un 3e décès même s'il joue plus haut. Il est beaucoup dans les compensations et il explicite vraiment bien et à la fois ça te donne raison dans les limites que tu exprimais sur Kimpembe, à savoir une fois que tu es dépassé, une fois qu'il est dépassé, il est dépassé. Mais en même temps, ça te met en lumière le fait que justement, tu vas avoir un mec comme Silva qui va être là pour compenser ça, tout en permettant à Kimpembe d'être plus agressif
etc., etc. Et il explicite vraiment, vraiment super bien. Je recommande vraiment sa vidéo. Bah, après, c'est une répartition un peu classique du stopper et du libéro. Ouais, sauf que là, tu as Un Marquis, peu justement. classique. T'as Marquis qui rentre dans l'équation avec cette espèce, justement, de 6 Mhm. qui est à la fois un central. Et c'est là où c'est un petit peu. C'est pas si classique que ça, en fait, tout à coup. Le 6 Ouais. qui joue central, c'est pas non plus une invention. Les trois ensemble, si. Enfin, tu le vois pas autant, parce que quand tu avais Mota qui redescendait, c'était vraiment pas la même chose, en fait. C'est vraiment pas le même rôle. Là, c'était avec ballon plutôt que sans, oui, mais par exemple, quand à City, Fernandinho joue 6, c'est un peu la même chose que Marquis. Ou après, ou Casemiro au Real, qui A- est a- dans ce style-là. a- a- Après, si je peux me permettre, il y a un truc que je peux pas trop laisser passer, c'est quand vous dites, ouais, Thiago Silva, quand il y a un attaquant costaud, il se déresponsabilise et il laisse Kipembe. Enfin, moi, je C'est suis pas Soso du qui dit tout ça. d'accord avec ça. Soso qui dit ça, moi je dis pas Non, mais ça. moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Enfin, à chaque fois, Thiago Silva, quand c'était pour marquer le 9 costaud ou même le 9 rapide, il s'est jamais défilé. Alors que ça soit avec Lewandowski où il l'avait complètement étouffé quand on a joué contre le Bayern, qui est lui pour le coup costaud, ou alors quand il avait totalement annihilé Mbappé. Enfin, je pense que c'est pas le genre de défenseur qui se défile. Et je pense qu'il est assez polyvalent pour gérer des gabarits costauds ou des joueurs un peu plus vifs comme Mbappé. Non, Alors que Kipembe, justement, lui, il a des gros problèmes à gérer les gars qui sont costauds. Et, euh, alors moi, je veux bien comprendre, tu vois, le fait qu'ils défendent en avançant. Ça, c'est OK. Par contre, quand il y a un joueur qui a un gabarit un peu supérieur à lui, il a beaucoup de mal à le bouger. Et ça, il avait eu des gros problèmes avec Balotelli. Et il a eu des gros problèmes aussi avec Cristiano Ronaldo. Il s'était fait un peu manger lors du match aller contre le Real. Donc, ouais, je mets des petites. après, moi, je suis d'accord. Je te rejoins sur le fait que Silva n'a pas de souci pour tenir un joueur en marquage. Après, il y a des profils de joueurs qui vont plus facilement le mettre en difficulté que d'autres. Même si j'ai pas souvent vu Thiago Silva en difficulté. Mais moi, comme je disais, en fait, je reprenais par rapport au fait quand il disait que Silva a laissé, par exemple, Kimpembe s'occuper d'un défenseur ou autre. À partir du moment où il a un défenseur qui est moins bon dans la couverture et que lui, c'est sa qualité première, ça ne me pose pas de problème qu'il y ait ce côté avec un stopper qui est plutôt plus Kimpembe et lui qui gère la couverture derrière. Il est beaucoup plus intelligent. C'est notre défenseur le plus intelligent et le plus fort dans ce domaine. C'est par rapport à ça que j'ai ça, mais moi je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il n'a pas de difficulté à tenir un joueur, à éteindre un joueur. Il l'a déjà fait à maintes reprises, ça je suis entièrement d'accord avec toi. On passe à la suite. Ouais, on passe à la suite. On va passer au milieu. Je vais séparer le duo Marquis-Verratti de Herrera. Herrera, on en parlera peut-être plus en détail. Marquis et Marco, qui avaient été en difficulté contre Bruges, qui ont largement plus brillé contre Marseille. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match qui veut commencer, tiens. On parle de qui déjà, Marco et... Marquis et Marco, le duo Marquis-Marco. Tu veux y Bah, aller, Seb? tu mets pas les trois? Tu mets pas les trois ensemble? Marquis, Oh, Marco non. et Herrera? Bah, Herrera, c'est un peu différent parce que j'aimerais bien venir individuellement vraiment dessus. Et D'accord, ok. Ok. Moi, Marco a peut-être fait sa mi-temps la plus aboutie de début de saison. Il a été monstrueux, euh, intelligent dans son placement, intelligent dans ses interventions défensives, intelligent dans son pressing, euh, avec des relances qui étaient des joyaux. C'était un orfèvre pendant 45 minutes et j'aurais du mal à trouver. Enfin, les superlatifs manqueront pour qualifier sa performance, je pense, pendant 45 minutes. Et Marquis, il commence par une erreur, mais en dépit de cette erreur, alors Marquis, on va oublier le moment où vers la 75e, il passe en latéral droit. Kata l'a dit tout à l'heure, il n'avait plus aucun repère dans le poste. Enfin, c'est pas possible de le juger là-dessus. Mais il commence par une erreur, mais au début de cette erreur, enfin, ses compensations par rapport à derrière, quand il y a Kim qui monte, le pressing, enfin, le côté pressing tout terrain, je l'ai trouvé très 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 bon. Alors, il n'est pas à la hauteur du match qu'a fait Marco, parce que je trouve que Marco, il était en train de flirter avec les étoiles, mais je l'ai trouvé très 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 bon, Marquis. Lionel? Non, je suis assez d'accord avec Drayas. Après, Marco, des fois, je trouve qu'il a tendance
a touché un petit peu trop le ballon, mais là, c'était à chaque fois dans des situations où il ne pouvait pas faire autrement et il a très bien fait ce match. Donc, non, on ne peut pas trop lui reprocher grand-chose pendant ce match. Et oui, Braya, je pense qu'il a tout dit, donc je ne vais pas en rajouter plus. Kata, quelque chose à rajouter sur ce duo? Ouais, sur les deux joueurs, je les ai trouvés époustouflants, surtout Marco. Ouais. Marquinhos, en première mi-temps, on avait l'impression qu'il s'était remis un peu la tête à l'endroit par rapport à ces deux derniers matchs qu'il avait fait. Surtout celui de Bruges, où moi je l'avais pas trouvé très bon. Il était central. Il Ouais. était. Non, il était numéro 6 à Bruges. Il a été Bruges 6, ok, pardon. Excuse-moi, Kata. Oui, pas de souci. Et justement, au poste de ce numéro 6 à Bruges, il était pas trop disponible pour Verratti, et Verratti perdait beaucoup de ballons. Et là, j'ai trouvé le duo qui était très bon. Ils arrivaient à se trouver, à relancer proprement. Et du coup, Marquinhos, ouais, un match vraiment très propre techniquement. Maintenant, c'est vraiment devenu un milieu d'élite, quoi. Il est vraiment très fort. Par contre, Verratti, c'était une classe au-dessus. C'était Maestro Verratti. Il était époustouflant. On a trouvé le Verratti, le meilleur Verratti, en fait. Et il fait une passe sur le but d'Icardi, le deuxième but, qui est incroyable. Passe, ouais, qui est extraordinaire. Il fait l'avant-dernière passe sur le quatrième but. Ouais, mais sur le but d'Icardi. Ouais. L'avant-dernière, c'est sur le but d'Icardi, non? Le deuxième but d'Icardi où il place la tête. Ouais. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez bien de la passe de Verratti qu'il fait. Elle est exceptionnelle, elle est millimétrée. Et du coup, Mandanda a essayé de sortir, mais Icardi le devant, c'est Après, sur cette action, il y a aussi l'appel qui est exceptionnel parce que moi, c'est l'appel de Icardi. Tu peux pas. Les belles passes n'existent pas sans appel. Non, mais l'appel est bon. Non, mais je suis d'accord avec toi, l'appel est très bon. Surtout qu'en plus, il est à la limite du hors-jeu. Bien sûr que l'appel est exceptionnel, mais le fait de doser sa passe et de la mettre pile, si tu veux, derrière le défenseur pour que ça lobe un peu, et assez loin du gardien pour que Mandanda puisse rien faire, c'est un travail d'orfèvre. Oui, ça c'est sûr. Mais après, moi, je trouve époustouflant, quoi. Époustouflant. Ok, on va passer au troisième milieu qui est Herrera, donc qu'on voit en l'absence de Gay. Après son match contre Bruges, on se plaignait qu'il a joué trop bas. Il a de nouveau joué un peu plus bas que ses coéquipiers. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y a eu du mieux? Vous n'avez pas trop compris son rôle de nouveau? Lionel, t'en penses quoi du match d'Herrera et de son rôle? Quand je regardais le match, je n'arrivais pas trop à le situer. Après, avec un peu plus de recul et puis en revoyant un peu le match, je trouve que c'est un joueur qui apporte un peu ce travail dans l'ombre. Et si Verratti fait une saison aussi bonne cette année, alors contre Bruges, c'est vrai, il n'a pas fait le match de sa vie, mais le reste de la saison, je trouve qu'il fait un très bon match. C'est en grande partie grâce à des milieux comme Herrera, Gay, qui lui permettent de ne plus avoir de ne pas défendre autant que sur les précédentes saisons. Et c'est des joueurs qui apportent en fait cette activité, ce surplus de motivation que n'avait pas, par exemple, Rabiot, par exemple, les 2 dernières années, quoi, pour ne prendre que lui. Kata? Ouais, après, moi, Herrera, je le trouve. Moi, c'est un joueur que j'ai toujours trouvé un peu neutre, mais après, comme dit Lionel, c'est un joueur qui est essentiel pour faire ce travail de l'ombre, de course, de compensation. Donc, on est bien content de l'avoir en l'absence de Gay. Après, moi, je pense toujours que Gay lui est supérieur dans tous les domaines. Alors peut-être que Herrera a un petit avantage technique, mais j'en suis même pas sûr. Mais bon, c'est très confortable d'avoir un joueur comme Herrera. Après, moi, je pense qu'il n'est pas destiné à rester dans le 11, mais oui, il a fait un match sérieux à l'image de l'équipe. Dryas, est-ce que tu as compris son rôle sur ce match-là? Ouais, mais j'ai des mixed feelings sur Herrera sur ce match, parce que d'un côté, c'est peut-être le moins bon parisien, c'est celui qui fait la grosse erreur qui amène le superbe but. Il a une activité qui paraît réduite avec le rayonnement qu'avaient Marco Verratti et Marquinhos.
Mais après avoir discuté avec Max 17, et notamment le rôle du cadrage, et c'est là où je trouve que la comparaison est. En fait, on s'aperçoit que c'est ça, c'est un travail de l'ombre, c'est un travail de blocage de passe, de disponibilité, de positionnement. Et c'est là où je trouve que la comparaison avec Gay, en fait, elle est nulle et non avenue, dans le sens où ils ont tellement pas le même rôle. C'est Herrera, son rôle, c'était de rester au milieu, et c'était d'être le lion milieu, en fait. C'était le lion, c'était celui qui se plaçait de telle sorte à couper des passes adverses, qui se plaçait pour ouvrir des passes, pour aller chercher ou des attaquants, ou un milieu qui serait plus haut comme Marco Verratti. Et alors que Gay, c'est quelqu'un qui se projette beaucoup, qui est beaucoup dans la compensation, qui est beaucoup dans la compensation d'un attaquant. Enfin, c'est juste incomparable, c'est pas du tout le même rôle. Et je doute, et c'est là où on en revient à ce que je disais tout à l'heure, Katin, c'est je doute qu'avec Gay, tu puisses avoir des matchs de cette qualité avec ballon, et avec un Herrera, mais c'est pas forcément Herrera, c'est le profil d'Herrera. Je pense que tu as plus la possibilité de l'avoir. Et donc ça, c'est le côté très positif du match Herrera. Après, il y a le côté négatif, c'est ouais, par rapport aux deux autres milieux, c'était le parent pauvre. Il a quelques approximations techniques, dont une qui aurait pu être dommageable. Visuellement, c'est quand même le Parisien le moins bon sur le terrain. Je te rejoins. Ouais. Moi, je définirais Herrera en termes d'intelligence situationnelle. On l'avait vu à Lyon dans un tout autre rôle, couvrir notamment Meunier face à un Lyon qui défendait bas, donc il pouvait jouer un peu plus haut et se projeter un peu plus, notamment pour combiner avec Meunier en phase offensive, puis le couvrir très très latéralement en phase défensive. Que ce soit contre Bruges ou Marseille, où le plan de jeu adverse était d'essayer de couper la relation entre Marquinhos et Verratti, ce qui a marché à Bruges, ce qui a moins marché du côté de Villas-Boas. Herrera, c'était quelqu'un qui me disait ça sur un forum, j'ai trouvé ça intéressant. C'est vrai qu'Herrera était plus peut-être pour éviter donc de couper cette relation Marquinhos-Marco, de redescendre pour aspirer aussi l'adversaire et de permettre de trouver Mbappé derrière en contre-attaque et de créer ces espaces-là et ensuite de calmer justement l'ardeur d'un pressing adverse là-dessus. C'est peut-être une solution, c'était peut-être une vérité. Je n'y avais pas fait attention, mais j'ai trouvé ça intéressant. Après, Basto, par rapport à ce que tu dis, il faut prendre en compte que Marseille avait un pressing qui était complètement incohérent. Et est-ce que ce milieu aurait pu se comporter de cette manière-là avec un pressing cohérent? On n'en sait rien. Et par contre, on sait que face à un pressing cohérent, un milieu avec Gay, même si ça ne te permet pas d'avoir une utilisation du ballon qui est aussi positive que celle qu'on a pu avoir contre Marseille, va pouvoir tenir. Parce que si tu as le pressing cohérent, est-ce que vraiment Herrera va pouvoir, par ses compensations, tout compenser? Je suis pas sûr. À voir, quoi. Je sais pas, j'ai pas vu s'emballer parce que vraiment. J'ai pas vu d'adversaire avec pressing cohérent contre Paris cette année, donc même pour Gay, je peux pas te répondre. J'ai l'impression que ce profil entre Gay et Herrera, c'est un peu le même en fait que la même question qu'entre Matuidi et Rabiot, c'est-à-dire on a un des joueurs qui est un peu plus, qui se projette un peu plus vers l'avant, qui a plus de mobilité, et l'autre qui est plus un joueur de contrôle. Je sais pas si vous partagez un peu cette. Je partage avec Matuidi, mais pas Rabiot, parce que Rabiot c'est un joueur de projection, alors qu'Herrera n'est pas un joueur de projection, c'est plus un joueur de passe. Herrera était un joueur de projection, notamment dans le Bilbao de Bielsa. Il peut le faire en fait. Peut-être, mais en tout cas à Paris c'est pas ce qu'on voit. À Paris c'est plus un joueur de passe qu'un joueur de projection. À Paris c'est pas vraiment limité à la projection, quoi. Mais Rabiot aussi. C'est qu'il est très différent selon l'adversaire dans lesquels il joue Herrera. C'est jamais le même en fait. C'est assez marrant. Mais Rabiot, c'était un peu pareil parce que moi, je trouve pas vraiment que c'est un milieu de projection. Alors oui, il a les qualités pour se projeter, mais j'ai l'impression que c'était plus un milieu de contrôle, surtout quand on jouait avec le milieu à 3 sous Emery avec Mota. Je sais pas si vous vous souvenez de août à octobre, avant que Mota se blesse. On avait le trident Rabiot, Mota et Verratti. Et là, c'est un peu la configuration que vous décrivez un peu sur ce match-là contre Marseille. C'est-à-dire 3 milieux qui sont des milieux de contrôle et qui sont là pour relancer proprement, pour lancer les contres adverses. Alors que Gay et Matuidi, ils étaient plus dans le côté, ils étaient un peu découplés de ce milieu, des deux autres milieux, et ils étaient là un peu pour se projeter, pour le pressing. Ouais, on est d'accord de toute façon sur la comparaison Gay-Matuidi, on est d'accord sur cette comparaison, il n'y a pas de souci. Bon, on va passer au trio d'attaque. Je vais laisser commencer Dreas pour qu'il nous parle de son Icardi avant que les autres n'en parlent, parce que
C'est son Icardi, donc vas-y, parle-nous de ton Icardi, puis après, parle-nous d'un Di Maria encore flamboyant. J'ai envie de citer Mohamed. Tu me laisses même pas finir, quoi. Pardon, excuse-moi. Je dis, parle-nous de ton Icardi, et derrière, parle-nous des deux autres aussi, qui ont aussi marqué ce match de leur empreinte. De toute façon, les deux autres, c'est impossible de ne pas en parler, mais pour Mauro Icardi, j'ai envie de citer Mohamed Eni. Parce que j'ai regardé la vidéo de Mohamed Eni, ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé. Et Icardi, c'est quoi le joueur? Le mec, il tire 2 fois, il cadre 4 fois. Je trouve que ça résume. Ce joueur, c'est un délice dans le jeu. On le voit très très peu. Je me souviens plus des chiffres. C'est genre, c'est un but tous les 17 ballons touchés. Je ne l'ai pas encore vu. 9 ballons à la pause contre l'OM, dont 2 buts, une ouverture extraordinaire. Je ne l'ai pas encore vu ne pas cadrer un tir. C'est un joueur, pour l'instant, je l'ai vu, alors des passes, et pas des passes faciles, hein, des transversales de 30-40 mètres pour lancer un autre attaquant. Pour l'instant, je l'ai vu en rater une, mais je l'ai vu en réussir 5. Oui, c'est un joueur qui participe peu au jeu, mais à chacune de ses participations, il bonifie le ballon. Et ses participations sont essentielles, elles sont décisives. Il a un côté félin, il est toujours placé où il faut. Alors, c'est pas des qualités d'appel à la Cavani, c'est pas des appels qui sont dans la profondeur, mais il a un talent pour se faire oublier des défenseurs. Enfin, je sais pas comment il fait. Il est en permanence entre les deux défenseurs. Il arrive toujours à surgir et à trouver un espace où les défenseurs vont pas pouvoir le couvrir, où un partenaire va pouvoir le trouver. C'est le 9, pour moi, c'est le 9 le plus complet. C'est le meilleur 9 à l'heure actuelle. Pour moi, il est au-dessus de Lewandowski et je l'adore. Il y a Agüero qui est pas mal non plus. Ouais, je préfère de loin. Non, mais Agüero. Lewandowski a marqué à chacun de ses matchs cette année. Agüero, c'est un profil plus joueur. C'est un buteur. Tu parles de vrai neuf, pas de 9,5 ou de faux. Voilà. Ah, mais attends, Agüero, c'est un vrai neuf aussi. On va pas oui, Agüero, c'est pour ça que je mets Agüero. Pour moi, Agüero est il est plus joueur. Il est beaucoup plus joueur. Tu le vois. Combien de ballons Agüero touche dans un match? Combien de ballons Icardi touche dans un match? Combien de ballons ancienne, alors à la Trezeguet, Voilà, mais à la Lewandowski, oui, sauf qu'il est capable de te faire des déviations à 40 mètres du but et qu'il est capable aussi de te mettre des frappes, même s'il n'en a pas encore fait pour Paris, des 25 mètres. Maintenant, on sent que tu parles plus vite quand tu parles d'Icardi, ton cœur s'emballe. Maintenant, je vais parler de Di Maria. Di Maria, que j'ai beaucoup critiqué par le passé. En ce moment, il marche sur l'eau. Que dire d'autre? Il a laissé des reins sur le terrain. Il y a Sakai qui va s'en souvenir et qui va aller en parler pendant longtemps. Il a fait très 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 mal à cette équipe de Marseille. Impliqué, je pense que c'est le joueur qui est impliqué sur le plus de buts du début de saison du Paris Saint-Germain. Doit être impliqué sur plus d'un but sur 2 quasiment. Mbappé ne doit pas être loin en termes d'implication en pourcentage par rapport à ce qu'il a joué comme minute lui. Qui ça? J'ai pas compris. Regarde le nombre de buts impliqués par minute jouée, c'est-à-dire, je pense qu'Mbappé doit être devant, mais après, il en a joué moins. Ouais, peut-être, mais toi et moi, on critiquait beaucoup Di Maria. Là, sur ce début de saison, il n'y a rien à redire. Il a la quintessence de son niveau, et je vais finir sur Mbappé qui gâche encore trop. On voit qu'il a une marge de progression, mais il est énorme. Ce gamin, il est fabuleux. Enfin, ce qu'il a fait récemment, c'est son entrée contre Bruges qui a fait mal à la tête surtout. Son entrée contre Bruges, sa participation à Marseille est peut-être une déception par rapport à ce qu'il a fait contre Bruges. S'il avait été noté dans l'équipe, il aurait eu 10. Il avait fait l'entrée parfaite. Là, il n'est pas parfait. Il est peut-être un petit peu en dessous, mais ça reste monstrueux, quoi. Ça reste monstrueux et injouable pour l'adversaire dès qu'il a la vitesse. Il y a un truc dont tu n'as pas parlé, moi, que j'avais noté Denis, que j'avais encore plus vu à Bruges et à Marseille, ça s'est confirmé. C'est cette incroyable relation qui se met en place entre Mbappé et Icardi. Les mecs se trouvent les yeux fermés, alors qu'Mbappé et Cavani, on l'a jamais vu. Mbappé et Icardi, en 3 matchs, on voit une relation de folie. C'est très vrai. C'est très vrai. J'en veux pour preuve la dernière action que Mbappé ne cadre pas avec un double 1-2 entre les deux. Ouais, puis il y a eu aussi cette petite talonnade acrobatique d'Mbappé pour Icardi, la remise de la tête. Il se trouve les yeux fermés, on a l'impression. Lionel, tu veux réagir sur nos attaquants? Vas-y. Ouais, Icardi, moi, avant même son arrivée, je sais que tout le monde avait un peu peur par rapport à sa femme. On attendait un petit peu parce qu'elle est toujours capable de faire quelques cas, mais je trouve que c'est un attaquant exceptionnel. Ses déplacements, quand tu vois ses appels, la façon dont il se fait oublier,
Non, il est vraiment exceptionnel. Et après, oui, on a eu un Di Maria. Enfin, on a un Di Maria depuis le début de la saison qu'il faut réussir à garder à ce niveau et qui sera compliqué à retirer. Et puis Mbappé, je pense que il montre qu'il est en train d'atteindre un très 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 haut niveau. Et en plus de ça, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'il touche le ballon maintenant, ses prises de décision sont bien meilleures. Et on a toujours l'impression qu'il peut faire mal, qu'il va faire mal. Et ça, je trouve ça très très bien. Donc, voilà. Kata. Ouais, je commence par qui? Bah, je vais peut-être commencer par Icardi. Donc c'est vrai que Icardi, c'est le neuf un peu qui nous manquait, parce qu'on n'avait pas ce profil dans l'effectif de neuf qui est capable de jouer de haut but. Cavani n'est pas capable de faire ça. Et Mbappé, moi, je le trouve pas être très à l'aise de haut but. Et donc, et en plus, il a le côté renard des surfaces. Donc là où il prend une des caractéristiques de Cavani que Mbappé n'a pas. Donc au final, c'est un peu le neuf qui a les deux qualités qui manquaient pour compléter le trio d'attaque. Et il est diablement efficace. Il est même au-delà de nos espérances, hein, on va pas se mentir, dans l'efficacité. Moi, j'attendais ça. Non. Moi qui suis. Moi, j'attendais ça. Je le regardais beaucoup l'Inter. L'Inter jouait très bas, donc il marquait moins. Mais dès qu'il avait des occasions, enfin, moi, j'attendais ça. Ça ne m'étonne pas non plus. Enfin, moi, je pensais pas que la greffe allait prendre si tôt. Et comme tu as dit, Basto, on voit déjà une belle complicité qu'il a avec Mbappé. Après, moi, le seul point faible que je lui trouve, c'est... je sais pas s'il va progresser dans le domaine des longs ballons. C'est-à-dire, quand on va essayer de sauter le milieu, s'il est capable d'être une vraie solution sur des ballons aériens et essayer de remiser pour Mbappé ou pour peu. C'est pas un Giroud, c'est pas un pivot, mais voilà. Non mais c'est un peu un tank par contre. C'est pas le joueur le plus rapide de la terre, donc après en pivot il sait jouer. En pivot il sait jouer, mais il faut pas t'attendre à ce qu'il fasse les appels de 40 mètres à la Cavani ou qu'il soit capable de jouer derrière la défense si facilement que ça. Après, là, Drarias, là, il y a deux choses qui sont différentes. C'est le fait d'attaquer la profondeur, où ça, Cavani le fait très bien. Après, moi, ce que je lui reproche un peu plus, c'est justement dans l'aspect pivot, l'aspect targetman à la Giroud. Bah ça, s'il veut être un attaquant plus complet, ou comme Lewandowski l'est, bah ça, il doit ajouter cette caractéristique-là. Alors, je sais pas s'il peut progresser là-dessus, s'il va progresser là-dessus, mais ça serait vraiment intéressant qu'il progresse là-dessus. Je crois qu'il le fait. Il n'est pas encore utilisé comme ça par l'équipe, en fait. Mais je crois qu'il sait le faire, en fait, et il le faisait à l'Inter, notamment. Mais c'est pas un joueur lent, hein. C'est un joueur qui a tout à fait une vitesse tout à fait standard. Hein. Il n'est pas lent. Après, pendant le match, il l'a fait à un moment. Une action où on a un ballon assez haut, il place son corps et sur un subtil contrôle décale, je sais plus qui est-ce. C'est Mbappé, je crois, non, qui veut décaler. Sûrement, mais... En début de deuxième. Exactement, en deuxième mi-temps. Le ballon, il arrive exactement là où ça doit arriver pour que le joueur n'ait plus qu'à pousser son ballon pour partir. Non, moi, je trouve que c'est un joueur qui est complet. Après, des joueurs qui sont pivots, mais bons aussi dans les appels ou autres. Ça n'existe pas trop. Enfin, après, moi, j'aimais bien le style Drogba parce que lui, il avait un peu toutes les cordes à son arc, où il y avait aussi... Diego Costa dans ses belles années où lui aussi il avait un peu toutes les cordes à son arc. Après c'est vrai que dans le circuit on peut rajouter aussi Eto'o. Bah Eto'o il était moins dans cet aspect-là. Il était puissant. Il était oui, non mais il était puissant, mais si tu veux de haut but c'était pas tu pouvais pas lui envoyer des longs ballons et c'était pas Drogba si tu veux, c'était pas ce genre de joueur en pivot. Ça sera jamais Drogba en fait. Mais ça sera jamais Drogba et Icardi. Enfin, Drogba il était extraordinaire aussi, mais Drogba dans l'utilisation de haut but. Mais c'est quelque chose qu'il fait et qu'il faisait régulièrement à l'Inter. Et c'est le temps que l'équipe apprenne à jouer avec cette qualité, parce que pour l'instant l'équipe s'applique pas trop là-dessus encore. Mais ça sera jamais, il sera jamais du niveau de Lewandowski même qui est en dessous de Drogba pour ça. Mais il sait quand même le faire.
il n'est pas complètement incapable de le faire. Mais sinon, là, tout ce qu'il fait, c'est très bien. Enfin, on est très satisfait d'Icardi. Après, c'est pas. Enfin, je pense que le Paris Saint-Germain n'est pas non plus une équipe qui joue beaucoup de longs ballons sur un attaquant. Souvent, quand on fait un long ballon, c'est tout dans la profondeur pour aller chercher. Non, mais ça pourrait être une solution intéressante sur 10 dernières minutes quand on subit ou quelque chose comme ça. On a Choupo de match. Mais oui. Choupo, c'est pas bien le faire non plus. Hein. Non, Choupo, il le fait pas très bien non plus. Il est même pas bon dans les duels en remise ou en retrait, Choupo. Je plaisantais. Oui. Et Cavani, c'est encore pire, quoi. Non, mais Icardi, il est pas manchot là-dessus. Tu vois. Ouais, non, il est pas manchot, Il faut juste que l'équipe apprenne à utiliser cette qualité et que pour l'instant, l'équipe ne sait pas encore trop utiliser cette qualité-là d'un joueur. Kata, t'as fini sur tes... Non, t'avais pas parlé de Di Maria. Non, oui, j'avais pas parlé de Di Maria et de Mbappé. Di Maria, moi, je le trouve, il marche sur l'eau. Bah, tout simplement, c'est notre meilleur joueur là à l'heure actuelle. Il prend le rôle de Neymar au final dans ce rôle de catalyseur en attaque, de fer de lance en attaque. Et franchement, c'est compliqué d'envisager comment on va jouer quand Neymar sera de retour. Alors ça va faire la transition avec sûrement le sujet qui va arriver. Et Mbappé qui a été très très important dans un rôle de joker en sortie de banc. Et là, dans un contexte différent où là, pour une fois, il était titulaire. Et il a fait un très bon match aussi. Il a fait des replis corrects parce que c'était un peu son point faible. Et dans l'utilisation du ballon, il a été sobre. Donc un bon match pour lui. Il a été très efficace aussi. Donc, et voilà. Je vais même rajouter un truc par rapport à Di Maria, quand on compare avec Neymar, c'est que je pense que c'est un joueur qui aime un peu plus la passe que Neymar. Et donc il a cette capacité à jouer beaucoup plus vite vers l'avant et à croquer un peu moins ce ballon. Là où Neymar a ce côté où il a besoin de briller et donc il aura peut-être tendance à garder un peu plus le ballon ou à chercher les solutions un peu plus individuelles, même si quand il décide de faire jouer les autres, c'est... Mais voilà. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que Neymar est plus dans la provocation pour essayer pas tout le temps. Hein. Ouais, mais pour essayer de faire le décalage et de passer son défenseur direct, alors que Di Maria, lui, il va plus essayer de le prendre de vitesse et faire la passe en contre. C'est vrai que Di Maria en contre, il est très très létal. T'as ça, mais après t'as aussi par exemple le match de Liverpool où Neymar n'est pas du tout dans ce registre-là. Il y a le Neymar qui revient de blessure où il est franchement agaçant parce qu'il cherche à pas se rassurer tout simplement. Et après, ça va dépendre de l'enjeu du match, de l'importance du match, etc. Mais Neymar, c'est pas un joueur bête, c'est un joueur qui sait que quand l'enjeu est important, il faut qu'il sache mettre certaines de ses ambitions un petit peu en veilleuse pour le bien de l'équipe. Il est capable de comprendre cet argument, il nous l'a montré par le passé, et quand il le fait, les commentaires que vous étiez en train de dire ne s'appliquent plus vraiment en fait. Ouais, après, tu parles de ce match contre Liverpool et notamment les matchs de Neymar a brillé. On a un Di Maria qui est beaucoup plus en retrait. Est-ce que pour toi, l'absence de Neymar ne fait pas qu'il y a certains joueurs qui se responsabilisent beaucoup et quand il est là, beaucoup moins? Et est-ce que c'est pas un problème? Je pense que la première partie de ta phrase est vraie, c'est-à-dire que en l'absence de Neymar, il y a des joueurs qui se responsabilisent, mais je vois pas pourquoi ça impliquerait qu'à partir du moment où il y a le retour de Neymar, ils se déresponsabiliseraient. En fait, je pense qu'ils sont responsabilisés et que le retour de Neymar va les laisser responsables. Je vois pas pourquoi ça. C'est vrai qu'il y a ensemble, justement, on a des joueurs qui se cachent. Avant avec Ibra, maintenant avec Neymar. Ouais, mais ce sera pas le cas. Regardez Mbappé, il va pas se cacher. Un Icardi, Mbappé, je pensais plus à Di Maria et Verratti pour le coup. Di Maria et Verratti peut-être, mais Verratti s'est jamais caché avec Neymar, quoi. C'était un des deux meilleurs joueurs avec Neymar. Il s'est jamais caché, quoi. Après Neymar, on parle d'un joueur qui touche une centaine de ballons par match. Donc, forcément, ça laisse un peu moins de place aux autres. C'est un joueur qui aspire le jeu et autres. Donc, forcément, je ne pense pas que ce soit une question de se cacher, mais tout simplement, quand tu as un joueur de ce niveau, forcément, j'ai oublié le terme, mais le schéma de passe, enfin les... Oui, il passera beaucoup de passe. Et un peu plus dirigé vers lui que quand il n'est pas là, où il y a plus de joueurs qui touchent le ballon.
Mais est-ce que du coup, dans justement ce jeu de transition rapide, vu que certains joueurs ont tendance à beaucoup s'appuyer sur Neymar, ça peut pas être une gêne dans ce style-là? Bah après, je vais rejoindre Braias sur ce qu'il disait. Je pense que en fonction des matchs, Neymar va savoir fluidifier le jeu. On l'a pu le voir quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Dans certains matchs, quand on avait besoin de fluidifier le jeu et qu'il fallait le faire, il le faisait très bien. C'est juste qu'à certains moments, quand il sent qu'il est vraiment au-dessus du lot, il va chercher à croquer, à s'amuser un peu. Et puis, il suffit que Mbappé rentre aussi dedans, ça peut être agaçant. Mais sinon, je pense que c'est un joueur qui avant tout, on oublie que c'est un très très gros compétiteur et la première chose qui l'intéresse, c'est gagner. Donc, si pour gagner, il faut fluidifier le jeu, il faut jouer rapidement, il va le faire. Ça, C'est pas forcément côté Neymar, c'était par rapport aux joueurs autour de lui, comment il joue quand Neymar est là et comment il n'est pas là. Est-ce que certaines fois, par exemple, il y a des joueurs qui vont avoir tendance Non, à mais peut-être trop le rechercher alors qu'ils pourraient jouer la solution plus rapide. Mais Ouais, pour c'est des... pas mais là, faux. après, je pense que Parce Vas-y, Kata. non, mais après, je pense que le fait que là, que Neymar ait vu qu'on pouvait jouer sans lui, gagner sans lui, je pense que peut-être qu'il va revoir un peu sa copie. Et je pense que il pourra s'intégrer parfaitement au collectif. Après, je voulais revenir sur ce qu'a dit Drayas. Quand on compare Neymar et Di Maria, enfin, on est tous d'accord que un Neymar en forme, il est capable de faire, il est capable de tout faire, hein. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Il est au-dessus de Mbappé, il est au-dessus de Di Maria quand il est en forme. Il n'y a aucune question là-dessus. Ça, D'accord. on est tous Mais d'accord là-dessus. Quand il est en forme, je voulais juste réagir à ce que disait Basto. Enfin, déjà, il y a une chose de laquelle il faut être conscient. Ouais, l'équipe aurait joué différemment contre Marseille s'il y avait eu Neymar, c'est vrai. Mais vu les espaces qu'il y avait entre la défense et le milieu, s'il y avait eu Neymar, Marseille, enfin, ça aurait été un viol, mais sur une autre forme. Et on peut pas tirer des plans sur la comète et se dire, ah tiens, tout à coup on joue bien parce qu'il y a ce milieu, puis parce qu'il y a ce joueur que j'arrive pas à le situer dans le collectif et se dire, ah bah tiens, ça serait passé comme ça. Et je trouve que c'est faire un procès qui est un peu trop facile. Et je trouve vraiment que Neymar, on a tendance à vouloir le catégoriser et l'enfermer dans un rôle, et il est plus large que ça en fait. Il est vraiment plus large que ça. Il est capable de s'insérer dans un collectif. C'est pas vrai que c'est pas un pur individualiste. Il a des penchants individualistes, mais il est capable de s'insérer dans un collectif et il est capable d'être aussi passeur, même si c'est vrai qu'il aime la lumière. Il est capable d'être passeur. Il est capable de rechercher la passe. Et c'est vrai que tu pouvais avoir certains syndromes du Neymar Project l'année dernière, du Neymar FC, où je me souviens plus c'était quoi le surnom qu'on donnait, mais certains syndromes comme ça, où effectivement tu avais Neymar et grosso merdo c'était la solution. Mais là, que ce soit avec Gay, où on a un schéma de jeu sans ballon qui commence à être cohérent, ou que ce soit le match qu'on a vu contre Marseille, où on a ce milieu à 3 avec ces 3 attaquants et cette forme, etc., qui permet d'être cohérent avec ballon, euh, on a une cohérence qui se situe au-delà du joueur. Et il y a, à mes yeux, beaucoup moins d'inquiétude à avoir. Et je ne pense pas qu'un joueur se planquera par rapport au fait de jouer avec Neymar. Je ne pense pas qu'un joueur sera dans la recherche systémique de Neymar. Après, il y a toujours le piège pour le Paris Saint-Germain de l'arrogance. Faut pas se cacher, c'est quelque chose qui est dans l'ADN du club, presque quelque part. Et effectivement, il y aura certains contre certains petits clubs. Tu auras Neymar, tu retourneras dans le Neymar SC. Mais je pense que quand il faudra se concentrer et devenir cohérent, je pense qu'on s'est construit des acquis et certaines bases cette saison qui font que la donne a changé à ce niveau-là. Ce ne sera plus le Neymar FC dans les matchs importants. Que dans les gros matchs, parce que pour le moment, on a... et c'est un désenseignement parce que on a vu qu'avec ces séries de matchs là, on a deux matchs références. C'est enfin, le match Real. contre le Real et le match contre Marseille Ouais. où Neymar n'est pas là. Ouais. Donc au final, ça montre aussi à Neymar, bah regarde, on fait très bien sans toi, donc à toi de montrer que t'es le patron. Et ça fait un peu écho aux déclarations de Mbappé qui disait vouloir montrer que Oui. on peut pas se passer de lui si facilement, bah à Neymar de faire la même chose en fait. Et ça va améliorer tout le collectif. Exactement. Bah oui, bah c'est la concurrence par le haut et la motivation par le haut. Est-ce que donc justement maintenant on avait commencé à parler dans les derniers podcasts de quelle équipe faire groupe au complet, mais là c'est de plus en plus vrai après la performance de ce trio. On se dit que le fameux quatuor Di Maria, Mbappé, Neymar, Icardi, on voit mal comment se passer d'un des quatre. On rappelle, Darius, toi qui n'as peut-être pas écouté nos derniers podcasts, Kata disait que lui, il voulait voir Mbappé en joker.
Ouais. Ça paraît compliqué de voir Mbappé, C'est on le impossible. voit dès le début de match, c'est impossible. Donc, Ouais. ce quatuor devenant de plus en plus incontournable, comment jouer avec ce quatuor et est-ce qu'il faut se séparer d'un des quatre non, toi, Darius, commence parce que tu n'étais pas là la semaine dernière, donc tu peux peut-être donner. Bah, je pense que c'est juste que tu as Neymar et Mbappé qui sont disponibles sur la feuille de match, tu les mets sur le papier indépendamment du foot, juste pour les sponsors, Bien pour sûr. Sauf que pour Di Maria et Icardi deviennent indispensables aussi, donc comment faire? le truc c'est que pour moi Icardi tu peux pas t'en passer en fait. Et, Et, euh, et non mais et Di Maria à ce niveau-là tu peux pas t'en passer, donc tu te fais une raison et tu mets Di Maria en 8 et puis voilà, c'est tout. et qui saute? Verratti, Gay, Marquinhos? Je vais pas faire plaisir aux voisins, mais j'aurais tendance à faire sauter Gay dans Ok. ce cas-là. Lionel, toi, tu avais une autre solution, on en a parlé après Marseille, explique-la. Moi, je fais passer Marquinhos arrière droit. Étant donné qu'on n'en a pas. Et ça permet d'avoir une personne qui est fiable et d'avoir des gens fiables à chaque poste. Et en 6, Gay ou Verratti, du coup? Mais non, mais les deux sont 6. Mais j'ai du mal avec ça, en fait. J'ai du mal avec. Enfin, pour l'instant, c'est peut-être parce que je l'ai pas encore vu se tenir ce rôle. Mais pour l'instant, j'ai tellement vu Gay dans la compensation en tant que milieu haut, dans la compensation par rapport au manquement défensif des attaquants, que j'ai vraiment du mal à imaginer Gay qui reste positionné bas. Qui est capable de jouer 6 en fait. C'est ce qu'il faisait avec Everton. C'est tout Il a fait l'an 90% de sa carrière. Ok, bah Voilà. comme à Paris, je l'ai jamais vu en fait. En Et fait, à Everton, il a j'ai joué du les mal à me 3 derniers projeter en mois fait. comme à Paris. J'ai pas compris. À Everton, il a joué ces 3 derniers mois comme il joue actuellement, mais sinon, il a toujours joué en vrai sentinelle. Ok, d'accord. Bah, je l'ai jamais vu dans ce rôle-là, donc j'arrive pas à me projeter à le voir dans ce rôle. et surtout que la saison dernière, au milieu de terrain, vu qu'il y a André Gomez qui avait plus ou moins sauté Schneiderlin, il avait André Gomez devant lui et j'ai oublié le nom de l'Islandais, c'est Sigurdsson, je sais plus. Sigurdsson, ouais. Donc c'est des joueurs qui étaient plus offensifs et c'était lui le seul véritable joueur positionné assez bas à Everton et il le faisait très très bien. Donc je l'ai jamais vu encore, donc pour l'instant je. Donc ça permettrait d'avoir un milieu euh, Gay, Verratti, Di Maria qui aurait le profil de 6, 6-8 et 8-10 qui ferait le bonheur de l'ami Basto. Oui, enfin, oui. Si Verratti est un 8, mais pour moi c'est plus un 6-8, mais ça c'est encore un autre débat. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai Ah, dit le 6, le 6-8 et le 8-10. Mais pour moi, je suis plus pour un vrai 6, un vrai 8, un vrai 10. Tu vois, pas le 6-8 au milieu. mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal dans l'équilibre. Kata, toi, du coup, vas-y, trouve-nous une autre solution que ton Mbappé Joker parce que c'est impossible. Non, mais déjà, on va commencer par le fait qu'on a 4 joueurs Ouais. qui sont énormes. Ouais. Et moi, j'en démarre pas, mais pour moi, il est impossible de toucher au 4-3-3. Ouais, mais là, les deux proposaient un 4-3-3 avec les 4 joueurs, justement. Oui, alors moi, pour moi, Di Maria, c'est pas possible de l'envisager comme relayeur. Bah, il Enfin, l'a très bien fait au Real, non? oui, non, mais après, moi, je pense que c'était une autre époque, et là, je lui vois pas la caisse physique pour jouer relayeur. C'est vrai qu'il Pour a moi, 6 ans de plus, ou 8 ans de plus même. Non, 6 ans de plus. c'était en 2014. Ouais. 5 ans, tiens, je l'ai vieilli un peu. oui, mais pour répondre à Kata, physiologiquement, un joueur qui a entre 30 et 33 ans a plus grosse capacité pour répéter les efforts. Alors, il est moins puissant, mais il est beaucoup plus endurant, donc c'est pas forcément vrai. Ouais, je suis pas trop sûr de ça, mais C'est enfin, ce que les femmes disent, hein, pourtant. enfin, C'est ce que les femmes disent, hein, pourtant. non, Non, mais mais après, tu dois enfin, avoir- moi, ça me paraît pas trop rationnel parce qu'il a pas fait la préparation comme ça. Et puis, il y a un autre argument, c'est que Di Maria, c'est notre spécialiste au poste d'ailier droit, avec sa façon, avec sa patte gauche qui rentre dans l'axe. Euh, Icardi, Icardi, c'est le 9, c'est notre 9 qui joue dos au but et qui est bon dans la surface. Donc, éventuellement, c'est celui qui a le statut le plus fragile parce que c'est celui qui arrive, c'est celui qui est en prêt. Mais si on enlève Icardi et admettons qu'on mette Mbappé en 9 ou Neymar en faux 9, tu te prives quand même d'un joueur qui est capable
de faire mal à des blocs bas sur des centres. Et de Donc, planter moi, sur une demi-occasion. Hum Et de planter sur une demi-occasion. ouais, mais si tu veux, c'est le seul joueur qui est avec Cavani qui est bon dans la réception des centres. Et en plus, lui, il a le côté jeu de haut but. Donc, moi, ça me paraît être le 9 naturel. Et après, il reste Neymar et Mbappé. Et Neymar et Mbappé, pour moi, Neymar est plus complet que Mbappé. Et en plus, Neymar, pour moi, c'est un spécialiste du poste d'ailier gauche, alors que Mbappé, lui, Reste sur ton avis de la semaine dernière, donc. bah, non, mais sur le papier, Par élimination. Tu peux pas. Ouais, par élimination, Mbappé, c'est celui qui a le plus le profil pour être un joker, quoi. alors, nouveau jeu, tu as une contrainte, tu dois mettre Kylian Mbappé et Neymar sur la feuille, et après tu mets qui? Ils sont Non, dessus. C'est-à-dire que tu non, mais, peux pas ok. construire à partir de ça. Ok, donc on va dire que, par exemple, les statuts de Neymar et Mbappé font qu'ils sont titulaires. C'est Nasser qui dit, bon, écoute, tu les mets titulaires, sinon je te vire, Tourelle. Ok. Donc Voilà. à ce moment-là, moi, je mettrais quand même Di Maria. Di Maria, je le laisse ailier droit. Je mets Mbappé ailier gauche et je mets Neymar en faux neuf. Et tu vis Ricardi. Ouais, du coup, ouais, je vire Icardi. Ok. Mais bon, à contre-cœur, quoi. Mais moi, ma solution de base, c'était C'est Mbappé Mbappé Joker. en super sub, ouais. Pour finir ce que je disais par rapport à genre d'endurance, il suffit de regarder les cyclistes ou bien les coureurs de fond. Souvent, leurs meilleurs résultats, ils le font quand ils atteignent la trentaine, le début de trentaine. Oui, mais oui, après, c'est un vrai sport d'endurance. Ouais, oui, mais sauf que le foot, c'est basé sur la répétition des efforts, et notamment un milieu de 8 et le rôle que tenait Di Maria au Real Madrid, c'est un jeu qui est basé sur l'accélération constante, en fait. C'est-à-dire que tu cours très vite, c'est un petit peu comme si tu faisais du basket. En basket, les meilleurs joueurs, ils ont rarement 30 ans, en fait. Après, Oral, il a joué que 3 mois à ce poste. Ce mec a joué dans sa carrière 4 mois peut-être à ce poste de relayeur, donc c'est vrai que c'est pas là où il a forcément les automatismes. Paris, il a dû dépanner 4-5 matchs comme ça. Ça fait 6 ans qu'il n'a pas vraiment joué. Je comprends l'argument de Kata. C'est vrai qu'il faudrait tout réorganiser, il faudrait qu'il réapprenne un rôle. Après, moi, si je peux me donner mon avis là-dessus, ouais, je sais pas. Pour moi, Icardi, Neymar, Mbappé sont indispensables. Et Dima est indispensable sans Neymar. Avec Neymar, je le trouve moins fluent. Euh, donc je sortirais Gay ou Di Maria, perso. Mais c'est pour ça que je le passerai au milieu. Ouais, c'est compliqué, mais au moins. De toute façon, comme je le dis souvent, on se pose des cassettes pour rien parce qu'il y aura toujours un blessé parmi tous, donc la solution sera naturelle. Ouais, à savoir, on a peut-être recruté un docteur cette fois, et ça va peut-être changer ça. Ouais, j'y crois pas trop. Non, mais on est d'accord que dans un 4-3-3, qui est notre meilleure configuration, jusqu'à preuve du contraire, Ouais. on est d'accord que Mbappé, c'est pas vraiment un joueur de 4-3-3. Bah, à Monaco, il s'est explosé comme ça. Si, en il 4-4. peut être bon, hein, sur l'aile en 4-3-3 avec un aile où il repique, hein, mais si, Non, mais il a un point faible pour ses replis défensifs. Oui, bien sûr. énorme, mais tu es obligé de compenser. En fait, c'est le joueur sur lequel tu es obligé de. Tu dois plus compenser pour Mbappé que pour Neymar. Oui, défensivement. Ouais, Oui, et puis, oui, Kata. ouais, et puis même, c'est-à-dire que si tu prends en compte que Neymar joue, soit titulaire, ça veut dire que Mbappé est à droite, et à droite, c'est un peu son mauvais côté, quoi, parce qu'il a pas l'angle sur son pied droit. Et du coup, c'est un peu bizarre, quoi, parce que enfin, voilà, c'est un peu les arguments pour défendre ma thèse de Mbappé de Joker, quoi. Parce que pour moi, c'est pas ailier droit, c'est pas son meilleur poste, et on a Di Maria qui marche sur l'eau, donc sinon, tu peux être dans un 4-2-3, hein, ça répond à ta question. Pas d'équilibre en 4-2-3. Ouais, mais c'est encore pire. Ça répond à la question de Kata. Ouais, mais il veut pas changer. Lui, il veut pas changer de 4-3-3, Kata, justement. Après dans le 4-3-3, tu n'es pas obligé d'avoir les trois devant avec un à gauche, un à droite et un dans l'axe, sachant quand tu connais le style de Neymar. Oui, Neymar peut jouer le troisième relayeur. Oui, et puis Neymar se bat partout, Mbappé se bat partout, ils sont pas fixes.
Et- Non, mais je vois ce que tu veux dire, Lionel. C'est-à-dire et- qu'en face, pardon, Darius, vas-y si tu voulais. Non, pardon, excuse-moi. Vas-y. Non, mais je comprends ce que dit Lionel, c'est-à-dire tout le monde se balade partout en attaque. Après, ça, je suis d'accord, mais par contre, quand tu te défends, tu dois avoir une organisation rationnelle pour quadriller le terrain. Je suis d'accord avec Donc, toi. tu vois, t'es obligé de, même s'ils se baladent partout, t'es obligé quand même, au bout d'un moment, quand tu te défends, d'occuper l'espace. Oui, mais quand tu as un joueur comme Mbappé qui est capable de détruire une défense avec sa vitesse, c'est à toi de trouver les moyens de demander aux autres, un peu comme Deschamps à la fin de la Coupe du Monde. Ben dans ce cas-là, on l'a pu le voir un peu avec Icardi face à Marseille, qui soi-disant n'est pas un joueur très travailleur. C'est lui qui fait un peu plus ses efforts pour se replacer, pour défendre et permettre de libérer un Mbappé de cette charge. Mais pour moi, Mbappé, c'est même pas Mais, envisageable de dire Mbappé n'est pas titulaire. Quand tu as un joueur de cette envergure, de cette qualité, il fait partie des premiers joueurs que tu mets sur la feuille de match. Ouais, on aura le temps d'en reparler. Tu as justement introduit Cavani et ses efforts défensifs. Cavani qui semble totalement maintenant sorti de l'équation. Et la question, Kata voulait en parler, c'est maintenant comment l'utiliser donc dans un rôle de joker, mais comment l'utiliser au mieux dans ces derniers mois sous contrat s'il ne prolonge pas. Kata, tu voulais introduire ça, donc explique-toi comment tu le vois, dans quel rôle maintenant. bah là, c'est-à-dire qu'on vient de parler des quatre fantastiques de maintenant, et lui, bah, il est hors de l'équation, comme tu l'as si bien dit. Et, bah, la question, c'est, on fait quoi de Cavani? Parce que il est quand même sous contrat. C'est un joueur Après, qui ce est qui est quand même. simple, c'est qu'il est en fin de contrat d'ici la fin d'année, donc à gérer, c'est un peu plus facile. Oui, mais c'est quand même un joueur emblématique du club. Il est aimé par les supporters. C'est quand même le meilleur buteur en activité du club. Enfin, c'est le meilleur buteur du club tout court d'ailleurs. Et, euh, et du coup, on doit quand même bah, respecter ce qu'il a fait et préparer quand même une sortie décente. Alors là, c'est sûr que on voit mal comment il pourrait être un titulaire indiscutable. Après, moi, je pense que tactiquement, il a quand même une carte à jouer. Alors moi, je le verrais pas du tout en neuf parce que pour moi, c'est pas une alternative en neuf à Icardi, par exemple, ce qui pourrait être la solution un peu évidente de dire ouais, finalement, c'est la doublure de Icardi. Moi, je pense qu'il serait plus utile dans la façon dont on l'a utilisé Tuchel, c'est-à-dire sur un côté, un peu comme ce que faisait Laurent Blanc. Alors ça peut paraître un peu saugrenu parce qu'on se dit oui, bah Cavani, c'est pas un ailier de débordement, il est pas très à l'aise avec la balle, mais sur des fins de match, le fait qu'il parte d'un côté, ça peut lui permettre d'arriver lancé et d'apporter un peu ce, cette présence dans la surface. C'est-à-dire que soit on le met dans un 4-3-3 ou alors une attaque à deux avec Icardi, où là il rentrerait un peu en super Ah, sub à la Trezeguet. ah non, papa, cette attaque à deux, quand même. Deux joueurs qui touchent 15 ballons par match. Oui, mais c'est-à-dire que tu pourras avoir, je sais pas, soit un 4-4-2 à plat ou soit un 3-5-2 qui les mettrait en valeur, mais pas sur un match en entier, sur Oui, par sur exemple 15 dernières minutes où tu vois, ça pourrait lui donner une, voilà, mais je pense que Cavani, il a son rôle à jouer par son travail qui fait défensif. Donc ça, il peut très bien le faire sur un côté. Et un peu comme Cristiano Ronaldo au final, c'est-à-dire qu'il vient d'un côté et il se Alors, met dans la surface à la réception des centres. On est loin de Ronaldo. si je peux me Non, mais permettre on est loin au si je peux me niveau permettre de technique. résumer, Kata, si je me permets juste de résumer, tu mets Mbappé sur le banc, tu compares Cavani à Ronaldo. Le autre, comme ça? Non, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que je dis pas que Je te troll. Ronaldo c'est la même qualité que. Enfin, je dis pas que les deux ont la même qualité. Je dis que là, en termes de profil, la façon dont Cristiano Ronaldo a fait évoluer son jeu, ça ressemble pas mal au profil de Cavani, puisque c'est deux attaquants qui ont deux qualités majeures. C'est bien attaquer la profondeur et être des renards des surfaces. Et il leur manque un peu l'aspect de haut but. Donc ça peut être pas mal de l'avoir sur un côté Cavani. Ah, voilà. Donc après, il faudra qu'il accepte un peu ce statut-là. Il l'a pas accepté Pour il y a moi, quelques années. Vas-y, Darius. pour moi, en fait, la question que tu poses, en fait,
on se la pose trop tard. C'est-à-dire que Cavani, il fallait se le poser l'année dernière, et il fallait qu'il parte cet été, et on n'a pas su, et c'est quelque chose. Icardi arrive le dernier jour du mercato aussi, donc c'est un peu compliqué. Oui, oui, bien sûr, mais il n'empêche on en parlait de Cavani. On en parlait de Cavani. Est-ce que ça allait être l'année de trop? Est-ce qu'il fallait pas trouver un remplaçant? C'était dans beaucoup de discussions ce débat-là. Et on en revient à ce club qui sait pas vendre. Et on en revient à des situations où on se retrouve effectivement dans une situation, alors là, d'abondance de biens. Mais quand bien même, je veux dire, là, tu as Icardi qui arrive à la dernière minute. T'as pas Icardi qui arrive à la dernière minute. Cavani aurait joué grâce aux blessures. Mais une fois qu'il n'y a plus personne de blessé, Cavani sera retrouvé sur le banc de la même manière. Enfin, faut pas se mentir par rapport à ça. Cavani, c'est voilà. Et après, il y a tout ce délire d'attachement au club, etc. Mais on se retrouve dans une situation qui est complexe parce qu'on n'a pas su vendre, parce qu'on n'a pas su se séparer, parce que, etc., etc., etc. Et effectivement, on se retrouve dans cette situation. Alors après, dans l'utilisation, oui, sur le papier, je suis d'accord avec toi. Il a pas les qualités de Mauro Icardi. Et si on commence à jouer en s'appuyant sur un neuf comme Mauro Icardi, et que Mauro Icardi, par exemple, se blesse ou il y a besoin de tourner, c'est Cavani sera vraiment pas le premier candidat et ce sera pas la personne la plus à même de pouvoir le remplacer. Et là-dessus, je te rejoins. Et donc à partir de là, il lui reste plus que comme possibilité l'aile. Mais ça sera vraiment la quatrième roue du carrosse. C'est-à-dire que Tourelle va essayer de le garder motivé et concerné le plus longtemps possible, mais déjà on voyait que Cavani, Perdu quelqu'un? Non, non, c'est bon. Pardon. que Cavani il tirait un petit peu la gueule pendant le match. Enfin, il n'est pas tout à fait dans son assiette. Alors après, il revient de blessure, mais ça risque d'être une saison un peu complexe, un peu galère avec les supporters qui vont râler. Et c'est une situation qu'on paye par notre incapacité de vendre, pour moi. Ok. Lionel, toi, est-ce que Cavani a encore un rôle à jouer en tant que joker, par exemple, dans les gros matchs? Oui, après, sur le côté gauche, le souci, c'est que, enfin, à partir du moment où, s'il rentre, donc c'est soit parce qu'on a besoin de marquer des buts, s'il faut tenir un résultat, avoir Cavani sur un côté, je ne sais pas si c'est la meilleure idée. C'est quelqu'un qui n'a pas cette capacité à conserver un ballon ou autre. C'est plutôt quelqu'un qui a la profondeur, qui est surtout bon dans les 30 derniers mètres. Donc je ne sais pas si sur un côté, c'est lui rendre service et pareil, rendre service à l'équipe. Après, on parle d'un joueur qui, quand il est en pleine confiance, est capable de marquer de la tête, pied droit, pied gauche. Donc, bien sûr qu'il a un rôle à jouer. Et après, la question, c'est plutôt est-ce qu'on va réussir à le garder concerné cette saison dans un rôle de joker? Là, c'est plutôt cette question-là qu'il faut se poser. Moi, j'ai un peu plus de doutes à ce sujet. On verra bien. C'est vrai qu'il tirait un peu la tête en plus sur le deuxième but d'Icardi. Enfin, un plan sur le banc. Je pense qu'il voudra montrer quand il jouera. En tout cas, il y avait un tweet très marrant de Martinelli avec Cavani justement qui rentre ailier gauche et Marquinhos à arrière droit. Et puis c'était une photo de Laurent Blanc en noir et blanc qui disait le temps donne toujours raison. Mais toi, t'en penses quoi, Basto, du coup, pour toi, Cavani? Moi, j'en pense pas grand-chose de Cavani. Maintenant, il paraît vraiment très très loin. En plus, il enchaîne plus ou moins les blessures. Apparemment, il a toujours mal à la hanche malgré son entrée contre Marseille. Donc, c'est un peu compliqué. On a l'impression que ça fait, comme le disait Dreas, ça fait quelques temps qu'il paraît sur la fin. Et c'est peut-être l'année de trop. Maintenant, tant qu'il est là, il peut être intéressant sur 20 minutes dans les gros matchs et il sera utile pour tourner l'effectif quoi qu'il arrive, c'est sûr. Faut pas oublier tout ce qu'il a apporté et je pense qu'il peut encore apporter. Voilà. On va finir tranquillement sur un petit pronostic pour le match de vendredi. Dijon PSG, Kata, ton prono. Et tu avais dit quoi contre Marseille déjà? 3-0. J'avais dit 4-0. Non, t'étais plus proche de nous, je crois. T'étais plus proche d'entre nous, quand même. Moi, j'avais dit 3-0. Ouais. Mais vas-y, Dijon PSG. T'étais pas loin. Retente ta chance. Dijon PSG, allez, je vais dire 4-1. Avec sûrement les l'extérieur. Ouais, mais c'est les 20e. Mais en plus, il y aura. Le problème, vas-y, Dreyas, ton prono, pardon. Non, mais c'est à l'extérieur, donc il faut dire le score 1-4. Mais moi, je vais dire 1-3. Lionel? Je crois que c'est la plus faible attaque du championnat. Ils ont marqué quoi, 2 buts ou 3, je crois, depuis le début de la saison. Un peu plus que ça. Je suis pas sûr. Personnellement, je veux pas qu'on encaisse de buts contre Dijon, quoi. Donc,
Je dirais 3-0. Après, il y a le fait qu'on va peut-être mettre une équipe qui ne se connaît pas trop. On va sûrement mettre les remplaçants. Tiens, ils ont mis 6 buts, Dijon. C'est un peu plus que ça. Moi, je vais dire 3-1. C'est ce que tu as dit, Seb? Ouais, 3, ouais. Merde, je suis encore comme toi. Bon, bah 3-1. Bah voilà. Bon, bah on arrive du coup au terme de ce podcast. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera après les matchs contre Dijon, Bruges et le derby de Draias. Brest-PSG, c'est ton derby, ça, Seb. Oui, complètement. Toi qui es né à Brest. Et Brest qui marche pas mal d'ailleurs. Oui, bah oui, mais c'est pas Brest qui marche bien, c'est la Ligue 1 qui marche à l'envers. Brest qui est 5e avec 17 points. Mais justement, Dalloglio, c'est un petit vent d'air. Oui, bien sûr, mais il doit pas être 5e quand même. Ouais, bah on verra ça. Tu nous analyseras ton derby. À bientôt, Seb. À bientôt. Lionel, merci à toi et à la prochaine. À très bientôt. Et Gata, j'espère que t'as aimé ton premier plan à 4 de ton histoire. Fantastique. On était un peu les 4 fantastiques là ce soir. Tu veux tenter un plan à 5 ou ça ira? Non, on laisse de côté Cavani. Bah à la prochaine, merci à tous, ciao. Merci à tous, au revoir. Ciao. Au revoir.